vous les architectes du son et de l'imaginaire. Ici, chaque épisode est une plongée en profondeur dans l'univers d'un ou d'une créatrice de l'ombre. C'est ceux qui façonnent la musique, l'image et la vision artistique de notre époque. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Oz, figure légendaire du collectif Street Fabulous, réalisateur artistique, manager et label manager de l'artiste Hamza. Ensemble, on va retraverser son parcours, parler de son rôle central dans la construction de la carrière artistique d'Hamza et plonger dans les coulisses de Mania, l'album événement qui secoue le game. Salut Oz. Salut Mike. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça me fait plaisir de te recevoir, mon frérot. Plaisir partagé. Merci pour ton temps. Merci beaucoup. En plus, je sais que tu es dans le rush, là, vous êtes en pleine sortie de Mania, le nouvel album d'Hamza. Exactement. Donc on va pouvoir en parler aujourd'hui, ça va être super intéressant. Mais ce qui nous intéresse le plus sur ce format-là, c'est ton parcours à toi et surtout ton parcours de réalisateur artistique. Donc oui, on va aborder ta carrière de manager, de producteur à travers Street Fab, de producteur aussi à travers Just Woke Up, mais surtout aborder ton travail de réalisateur sur les différents disques sur lesquels tu as travaillé. Mais bon, il faut commencer par le début. Raconte-nous ce qui t'amène, ce qui te conduit à la musique. Ce qui me conduit à la musique, déjà j'étais dans la musique en fait très petit et j'ai fait une rencontre au début de mon adolescence avec un pote à moi. Son grand frère est autre qu'un des plus célèbres DJ de Bruxelles, DJ HMD. Et en fait c'est là que je découvre en fait ma passion pour le rap et pour la culture hip-hop. Et en fait c'est vraiment de là que tout est parti. Et je devais avoir quelque chose comme 13-14 piges. Et donc voilà, donc c'est vraiment là où ça a commencé en fait. Et comment ça se traduit ? Du coup, tu rencontres DJ HMD, tu le vois. Bon, DJ HMD qui est une légende, qui faisait des mixtapes un peu à la hauteur de Cut Killer en France à l'époque. C'était le DJ qui faisait des mixtapes les plus légendaires à Bruxelles dans les années 90, on va dire. Comment toi, est-ce que ça t'inspire et ça te donne le moteur de te mettre à composer, à produire ? Parce que tu rentres dans la musique par la production. Qu'est-ce qui te donne ce moteur-là à travers cette première rencontre en fait ? Ce qui me donne le moteur, c'est vraiment en fait la musique en elle-même. C'est des fois des trucs qu'on ne sait pas expliquer avec des mots. C'est juste, tu vois, le coup de foudre en tout cas entre moi et la découverte de cette musique-là. Et forcément, comme on avait la chance de traîner dans son grenier, où il faisait ses mixtapes, où il mixait, donc il y avait ses platines. Tu te voyais mixer ? Ouais, tout à fait, exactement. Wow, ouais. wow. Il y avait ses platines, il y avait évidemment tous les disques. Donc en fait, c'était un travail de découverte, de recherche. Et je pense qu'en fait, c'est juste que c'est la musique qui m'a touché et qui m'en a parlé. Et c'est de là en fait que c'est parti. J'ai pas vraiment de mots à mettre là-dessus, si ce n'est que j'ai été touché par T'as été piqué la musique. par Exactement, j'ai été piqué par cette musique-là. Et alors une question intéressante aussi, tu vois, il y a beaucoup de gens qui... Parce que tu vois, c'est vague, le métier de réalisateur artistique, on comprend souvent pas trop ce que c'est exactement, est-ce que ça remplit comme rôle et comme poste. Alors c'est le but de ce podcast, de vraiment mettre les spotlights sur ce métier qui est essentiel en fait, parce que beaucoup des disques dont on est amoureux, qu'on construit notre amour de la musique, ont été produits par des réalisateurs mythiques et on ne sait parfois pas. Toi, tu as un bagage musical avant ça, avant cette rencontre avec cette musique-là, Ouais, tout à fait, ouais. qui te permet d'avoir une expertise, etc. Exactement. C'est quoi ton bagage ? Tu peux nous partager ? J'ai un bagage académique, Ouais. on va dire standard, qui m'a permis du coup en fait de composer de la musique et surtout de comprendre la musique. Après ça a été très bref parce que c'était pas ce qui me plaisait le plus et donc je me suis vite dirigé vers quelque chose qui me parlait beaucoup plus au niveau de la musique et je pense que on peut quand même dire que c'était quasi ce qu'on appelle d'autodidacte. Mais avec des bases académiques. Avec des bases académiques. Donc tu sais lire la musique, tu as quand même une formation. Ouais, j'ai appris ça quand j'étais petit et donc forcément ça m'a beaucoup aidé, mais ça n'a pas été non plus un élément essentiel, on va dire, dans ma façon de composer ou dans ma créativité. C'était vraiment en fait instinctif, donc je pense que le côté en fait autodidacte a pris plus le dessus sur le côté académique. Parce qu'après la musique, tu sais comment c'est un petit peu comme un petit peu tout dans la vie. C'est si tu entretiens pas, tu perds vite en fait les bases. Donc c'est pas quelque chose qui m'avait forcément attiré au tout début. Et quand j'ai rencontré en fait les personnes qui m'ont fait découvrir en tout cas la musique dans laquelle on est aujourd'hui et cette culture-là, en fait ça m'a complètement décroché en fait de tout ce côté académique. Et du coup en fait c'était place vraiment en fait à la créativité. Au plaisir. Voilà, et au plaisir, exactement. Ouais. Et tu t'es formé que comme autodidacte après ça, ou est-ce que tu as eu des gens qui t'ont
transmis des choses qui t'ont... Comment ça s'est passé en fait ta formation, comment s'est développé ton bagage de producteur et ensuite de réalisateur, d'ingénieur? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont été transmises? Est-ce que tu as tout appris tout seul? Est-ce que tu n'as pas grandi à l'ère de YouTube? Aujourd'hui, tu vois, on a YouTube, on a des tutos, on a accès à des programmes facilement à la maison. Je dis souvent en rigolant qu'à l'époque, quand on voulait être beatmaker ou ingénieur du son, c'était une démarche où il fallait être très très résilient, parce que c'était presque comme on voyait des fusées sur la Lune, d'avoir ton ordi, tes machines en externe, etc. C'était très compliqué. Exactement. C'était compliqué, ça coûtait cher surtout. Tout le monde n'avait pas accès en fait à ce genre de matériel. Ouais. Et en fait, ça a été très très vite. C'est un milieu qui est assez petit à Bruxelles. En tout cas, à l'époque, c'était très petit. C'était pas ce que c'était aujourd'hui. Et donc, évidemment, par le biais de DJ HMD, j'ai fait d'autres rencontres. Ouais. Donc, j'ai rencontré aussi DJ Dédiqué, avec qui je me suis lié d'amitié quand j'étais très très jeune. Et lui avait déjà en fait son studio à la maison. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler pas mal avec lui. Et de séquencer de la musique, c'est sur des vieilles machines. Ouais, je veux dire avec des séquenceurs exactement. Atari, des vieux Cubase. Voilà, exactement. Ouais. Vraiment, en fait, les premiers Cubase avec Atari en noir et blanc. C'était extraordinaire. Et en fait, de fil en aiguille, ça a été très très vite parce que du coup, en fait, j'ai découvert en fait cette culture, cette musique-là par le biais en fait DJ HMD. Ouais. Ensuite, j'ai rencontré en fait DJ DK. Derrière ça, j'ai rencontré en fait un gros producteur de musique électronique chez nous qui s'appelle Junior Jack. Ouais. Avec qui je me suis vraiment aussi fort lié d'amitié. En fait, c'est toutes ces personnes-là qui m'ont transmis un petit peu leur connaissance et leur expérience dans la musique, tant sur l'aspect en fait, technique que sur l'aspect business. Et puis, j'ai eu un grand mentor aussi pour tout le côté technique, un gros producteur de chez nous de l'époque qui s'appelle BC. Lunamen, et en fait c'est lui qui m'a fait découvrir au tout début, vraiment en fait le début de Pro Tools, parce qu'en fait c'était encore tout récent en fait à ce moment-là. C'était les premières versions, et donc c'est lui en fait qui m'a initié en fait à Pro Tools, à utiliser Pro Tools, à apprendre à mixer des voix, à faire des prises de voix, à mixer des morceaux. Donc lui ça a été un grand mentor pour moi dans ce que j'ai pu réaliser en tout cas techniquement en studio. Et c'est fou, c'est hyper intéressant parce que il faut quand même le rappeler, de toute façon on l'a expliqué dans l'introduction, mais tu es un acteur central aujourd'hui de la musique belge. Je pense qu'il y a très peu d'artistes, de compositeurs, de créatifs dans la musique qui n'ont pas croisé ton chemin à un moment donné et chez qui tu n'as pas eu une forme d'influence à un moment donné. En tout cas, c'est très rare. Et c'est fou parce que donc, les mentors dont tu nous parles sont quand même des gens qui ont marqué aussi considérablement la musique en Belgique, que ce soit Dadiké à travers Benny B, parce qu'on a beaucoup tiré sur Benny B, mais ça reste quand même le premier groupe de rap qui a un succès commercial et qui arrive avec une proposition qui touche le grand public. Junior Jack, dont tu parlais, c'était le compositeur à l'époque. Exactement, ouais, c'est marrant parce que tout est lié en fait. Oui. C'est ça que je te disais en fait au début, c'est vraiment en fait c'était un petit milieu, et forcément tous ces gens en fait se connaissaient déjà, étaient déjà des amis, on va dire, d'enfance, ou en tout cas étaient devenus amis à travers leur passion pour la musique. Et donc tout était lié en fait. Et puis j'imagine que ça devait être un tout petit milieu, les gens qui avaient accès à ce type de matériel et qui faisaient l'effort d'y aller. C'est un peu comme à l'époque, on en rigole souvent, mais tu vois, les gens qui écoutaient du rap dans une cour de récréation dans les années fin des années 80, début des années 90, on se reconnaissait, on était 5 dans une école. Limite, c'était des parias, tu vois. Et après, aujourd'hui, tu vois le rap, en fait, limite, t'es bizarre si t'écoutes pas du rap. Donc, c'est vrai que les professionnels du son et de la musique étaient rares à Bruxelles, j'imagine. Ouais, c'était rare, mais en même temps, c'était pas quelque chose... en tout cas, à mon sens, à moi, qui n'était pas commun, parce qu'il y a eu... je pense que Bruxelles, mais en fait, on va dire même en Belgique en général, c'est un grand vivier d'artistes et de compositeurs. Il y a énormément de gros projets qui ont été réalisés dans des studios chez nous. Il y a un studio mythique de l'époque qui n'existe plus depuis très longtemps, qui s'appelait le studio La Madeleine, où il y a eu des gros albums qui ont été enregistrés, notamment des albums, je pense le dernier album de Marvin Gaye. Et donc en fait, moi je pense qu'il y a quelque chose en fait à Bruxelles et en Belgique en général. Je pense que le fait qu'on est aussi central par rapport à d'autres pays qui nous entourent comme les UK, l'Allemagne ou autres, en fait ça en fait un pays où on absorbe en fait toute l'énergie et toutes les informations en fait des autres pays autour, et en fait ça crée quelque chose de différent, je pense. Je pense que c'est ça qui a créé aussi le succès de certains artistes qui ont réussi dans la musique, que ce soit des anciens ou des plus récents. C'était la singularité. Il y a ce côté complètement décomplexé en fait chez nous, que j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop ailleurs. En fait, on fait de la musique parce qu'on kiffe, et en fait, c'est vraiment place à la créativité. Et voilà, on s'amuse, quoi.
Ouais, et puis comme tu dis, on a un carrefour entre plusieurs langues, plusieurs Exactement, ouais. cultures, donc ça nous permet de faire un condensé de tout ça. On a l'impact de la France, de l'Allemagne, des États-Unis, de la Hollande. Mhm. Ouais, c'est exactement ça. Alors, question justement, sachant qu'on est issu d'un pays, parce qu'on est tous les deux belges avec beaucoup d'influence, quelles sont tes influences à toi quand tu te construis donc ce début de carrière, parce qu'en fait c'est de là que ta carrière commence. Mhm. Quelles sont tes influences toi à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te nourrit dans ton désir d'avancer et d'apprendre au quotidien? Tu te projettes où? Franchement, il y a tellement d'informations que c'est difficile, tu vois, de te citer des exemples. C'est juste qu'en fait, je pense que j'ai commencé, en fait, je pense, la musique et en fait la prod, et à développer en tout cas tout l'aspect prod, en fait, au meilleur moment, je pense, historique de cette musique-là. Mhm. À savoir les années 80, 90. Donc des années 90 au début des années 2000, c'était juste incroyable. Donc il y a Mhm. tellement d'exemples à donner que c'est difficile de Oui, dire, oui. tu vois, qu'est-ce qui m'a inspiré. En fait, vraiment, littéralement, tout m'a inspiré, quoi. Je veux dire que ce soit en fait les artistes en eux-mêmes, beaucoup évidemment d'artistes américains. C'est ça que j'allais te demander. Exactement, parce Plutôt que la scène US, toi. plutôt la scène US, ouais. Ouais. On va pas se mentir, et c'est ce Ouais. que je dis souvent, on a plus une culture anglo-saxonne qu'une culture française, Mhm. en tout cas en termes de musique, en Belgique. Et donc forcément, en fait, c'est toute la scène américaine qui, moi, m'influence beaucoup. Et qui évidemment, tu vois, je me revois avec mes yeux d'enfant, tu vois, quand j'étais petit, ouais, ça nous faisait rêver, quoi, tu vois. Mhm. Mhm. Autant au niveau de la musique, au niveau de la texture, au niveau de la proposition, au niveau vestimentaire, c'était tellement incroyable que, tu vois, pour moi, en tout cas, l'influence, en tout cas, venait de là. Et c'est vraiment ça qui m'a motivé à faire de la musique et à créer du son, quoi. Mhm. Mhm. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc, par rapport à ce que tu dis, où tu as raison, est-ce qu'il n'y a pas un truc générationnel là-dedans? C'est-à-dire que nous, à l'époque, euh, on n'avait pas de musique qui nous ressemblait en Belgique ou en Mhm. francophonie. Alors, il y en avait en France, mais qui arrivaient moins à nous. Et donc, effectivement, les seuls trucs qui nous ressemblaient un petit peu, c'était aux États-Unis. Je pense qu'aujourd'hui, un jeune qui grandirait en Belgique a beaucoup plus d'artistes locaux auxquels il peut s'identifier. C'est vrai que nous, à Exactement. l'époque, c'était pas. Ouais, c'était pas le cas du tout. Ouais. Après, bon, évidemment, comme tu sais, c'est difficile de débattre sur un contexte, tu vois, Ouais, temporel. Je veux dire, à ce moment-là, on se posait pas ces questions-là, tu bien vois. sûr. Mais je veux dire, on vivait de nos trucs, Ouais, comme, ouais. tu vois, comme chaque artiste ou chaque, tu vois, individu qui fait de la musique aujourd'hui, tu vois, le vit à sa façon. Ouais, ouais, Donc c'était vraiment, en fait, instinctif. ouais. C'était purement instinctif. C'était vraiment, on kiffait un truc, c'était Ouais, action-réaction, on ouais, faisait, quoi, tu vois. ouais. La Et on passion. se posait vraiment pas. C'était vraiment le kiff, tu vois. Mhm. Il y avait beaucoup de. Ça, je pense il y a toujours eu beaucoup d'amour ouais, beaucoup d'amour dans notre musique. Quand je dis beaucoup d'amour, c'est vraiment, tu vois, on était généreux dans la Mhm. musique. Ça veut dire on faisait la musique sans compter, tu vois. On Ouais. se posait pas des questions. Ouais, est-ce qu'on va gagner notre vie Ouais, on avec ou n'espérait même pas? pas gagner notre vie Voilà, avec. exactement. On Ouais, savait même pas, tu vois, que c'était possible, même. ouais, Tu vois ce que ouais, je veux bien dire? sûr. Surtout en plus venant de chez nous. Évidemment, tu vois, il y avait pas en fait aussi ces facilités qu'il y a aujourd'hui, que ce soit au niveau des réseaux ou même au niveau juste de la distance, hein. Je veux dire, aujourd'hui, tu vois, par exemple, tu viens de Bruxelles à Paris, tu prends l'Eurostar, Ouais, 1 1h20. heure, t'es ici, tu vois, je veux dire, voilà. Ouais, bien sûr. Je veux dire, ça n'existait pas à l'époque, C'est donc c'était facile. un combat, tu vois, un vrai Ouais, combat de se dire, ouais, bon, bah, je vais exporter ma musique, je vais partir ailleurs et je vais faire des choses. ouais, ouais. Et puis même, pour connecter d'autres artistes, aujourd'hui, c'est un mail, Ouais. t'envoies tout sur WhatsApp, t'envoies un Mm. son en 3 minutes, tu peux connecter quelqu'un sur Insta. Ouais, même les artistes maintenant se connectent Bah entre eux. oui, sur Donc, Instagram. À avant, l'époque, avoir le c'était contact de quelqu'un. Ouais. Exactement. Ouais, Avant, tu avais besoin d'avoir cet intermédiaire-là, un manager ou un impresario, tu vois. ouais, Quelqu'un qui faisait, en fait, aujourd'hui, tu vois, c'est même plus le ouais. cas. Je veux dire, les artistes, tu vois, juste, ils découvrent d'autres artistes à travers les réseaux et juste, ils kiffent et, tu vois, Ouais. ils s'écrivent entre eux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est puis mortel. j'ai souvenir, moi, d'une époque où, tu sais, c'était la grande époque Marseille, et tous Mm. les Belges étaient fans du rap marseillais depuis toujours, et les Mm. mecs qui voulaient travailler avec des Marseillais devaient aller jusqu'à Marseille, Ouais, tout à prenaient fait. un hôtel là-bas une semaine ou loger chez un pote pour aller rencontrer la scène locale, parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens, en Il n'y avait fait. pas d'autre moyen, exactement. Après, c'est vrai que c'est un bel exemple. C'est une scène, en fait, dans les mentalités en tout cas qui ressemblaient beaucoup à À notre fond, scène à nous, et à donc il y avait fond. beaucoup d'atomes crochus Ouais, ouais. entre Il y en a toujours eu, les hein. artistes belges et même le public belge Ouais, et les artistes marseillais, quoi. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, donc tout ça t'amène à un moment, à une grande bascule dans ta vie, à un Mhm. truc qui va changer ta vie, en fait. C'est la création de Street Fabulous, qui est Exactement, un ouais. marqueur complètement clé et qui change, je pense, ta carrière à ce moment-là. Parce que Mhm. avant Street Fab, du coup, tu as déjà fait des placements seul à ce moment-là, quand tu composes, Non, en ou fait, tu bosses sur je des albums bossais comme un G ou pas? même pas. En fait, Non, là, en fait, tu te c'était formes, vraiment, ouais, je me forme, tu te formes. exactement. Là, j'étais plus en mode, je me formais, puis à un moment donné, j'ai pris la décision de lancer mon propre label. Ouais.
Et donc, tu sais, à l'époque, c'était carrément, c'était un no-go. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand j'expliquais ça à mes Fallait potes, oser le faire. Ouais. tout le monde, tu vois, me En regardait plus, en... c'était inespéré à l'époque. Ouais, exactement. Ouais. Fallait Donc oser. tout le monde me regardait en mode, mais qu'est-ce que tu vas faire? T'es un fou, tu vois. Tu sais, les gens comprenaient pas, quoi. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, je vais faire de la musique. Tu vois. Ouais. Les gens, pour eux, c'était... Ouais. Et donc, donc je prends la décision donc, de monter mon label, 13 Records. Ouais. Très vite après, en fait, je monte donc mon premier studio, qui est quasi un des premiers studios, on va dire, indépendants de Bruxelles. Ouais. Donc chez moi, donc Home studio à la au maison. premier étage de ma maison, de notre maison familiale. Ouais. Donc je fais mon flat devant, le studio derrière. Ouais. Et voilà, et ça démarre dès là. Et puis après, en échangeant comme ça avec 2-3 potes, il y avait un artiste local chez nous qui avait beaucoup de talent à l'époque, qui s'appelait Boulja. Ah, mon ami Amine, ouais, exactement. Mon frère Amine. Et en fait, c'est à travers une discussion avec lui, on discutait et tout. Et puis je lui disais, ouais, écoute, voilà, moi, mon kiff, ce serait. J'avais comme référence, c'est les Hitman, tu vois, aux États-Unis et tout. Je me dis, ouais, moi, j'aimerais bien monter un collectif de beatmakers. Et, Il y avait même des rappeurs autour du collectif. Exactement, ouais. Bundes, Boulja et tout ça. Ouais, exactement, je me rappelle, Et donc, en discutant de ça, il me dit, ouais, moi, j'ai un nom incroyable pour vous et tout. Je dis, ah ouais, tu sais quoi le nom? Et il me dit, ouais, Street Fabulous. Tu vois. Et il me sort ça, je dis, ah ouais, putain, j'aime bien. En plus, tu connais, il y avait le côté, on aimait bien les trucs Quinry et tout. Et donc, nous, on assumait parfaitement, on va dire, tu vois, ce côté Quinry et tout. Donc, on s'est dit, ouais, tu sais quoi, en vérité, ouais, c'est chaud et tout. Et de là, de fil en aiguille, évidemment, bon, ben, j'avais un de mes acolytes de l'époque, Tony, avec qui d'ailleurs j'avais un groupe à l'époque, un binôme, Tony Stoneyos. Bang bang. Et donc, Tony, un jour, en discutant, il me dit, écoute, il y a un petit dans le quartier et tout, il est super chaud. Faudrait que tu le rencontres et tout. Et donc, cette personne, en l'occurrence, c'est Amir. Ouais. Et Zino à l'époque. exactement, Zino à l'époque. Et donc, on se rencontre, j'écoute les sons qu'il faisait, je trouvais ça mortel. Et donc, on décide, tu vois, de commencer, on va dire, l'aventure Street Fabulous, lui, moi. Et il y avait aussi, en fait, Peggy Tabou d'un groupe aussi local à l'époque, Moi Jazz. Ouais. Et on décide, en fait, de commencer, en tout cas, l'aventure Street Fabulous à 3. Ouais. Et c'est de là, en fait, que c'est parti. Et ça a été très très vite. J'avais la chance déjà d'être en contact avec pas mal de monde. Et la première personne en fait avec qui j'ai commencé à bosser et qui m'a sollicité par rapport au marché français, c'est Doncha. Ouais. Que Donc tu connaissais déjà à l'époque. Exactement. De Bruxelles, Et t'as vu là de nouveau, ouais. c'est les mêmes connexions. Ouais. C'est-à-dire que Doncha, c'était aussi un ami du coup à dédiquer à Vito et tout. Donc c'était aussi, tu vois, c'était le même environnement. Et si je peux rebondir, comme quoi il faut jamais négliger ce qu'on a autour de soi, parce que Exactement. c'est parfois là que ça commence et ça peut en cascade t'amener à travailler avec les artistes avec qui tu rêverais de bosser demain. Exactement. Ouais. Et donc lui en fait était déjà sur la France puisqu'il vivait entre Bruxelles et Aubervilliers, en banlieue parisienne. Et donc du coup il me dit écoute, ce serait cool que tu viennes et tout, tu vois, tu fais du son et tout, viens, je vais te présenter à quelques personnes. Et du coup il me présente en fait à l'époque à Sectora. Et donc je rencontre en fait tous les artistes du catalogue Sectora, en passant par Beat Bagardi, Aneg Marron et les autres. Et en fait c'est de là en fait que tout a commencé. Donc ça c'était vraiment en fait mes premiers pas, on va dire, dans la scène française. Business, ouais. Et paix à son âme, il nous a quittés il n'y a pas très très longtemps. Ouais. Mais bête de gars avec qui j'ai passé des moments incroyables. Ouais, et puis artiste mythique. Ouais, artiste mythique aussi, punchliner de fou. Ouais. Mais quelqu'un avec qui tu pouvais pas t'empêcher de rigoler. Ouais. C'était un tailleur. De toute C'était façon, un tailleur il de était fou. tellement fort en impro pour ça aussi. Et d'ailleurs, il y a sa Exactement. battle légendaire avec Zoxy, Ouais. où tu sens deux écoles de tailleurs face à face. Il y a toujours eu un débat sur qui avait gagné la battle. Moi, j'ai mon avis personnel. Je t'avoue que j'étais Team Doncha, moi, personnellement, un peu chauvin aussi. Mais ouais, non, j'imagine. Et en plus, du coup, vous avez fait quand même des classiques ensemble avec Doncha. Ouais, exactement, ouais, tout Là à où fait. c'est Bang Bang, Reste tranquille. Reste tranquille. Ta jupe, reste tranquille, gros. Y'a des guns, y'a des putes, y'a de la cam, y'a du cash. On est là dans le quartier, reste tranquille, gros. J'ai les crocs, j'ai la dalle, t'as bien vu. Fais le paillage, si tu me chauffes, j'pète les plombs, reste tranquille. Ouais. Des gros classiques. Ouais, franchement, on avait bien bossé ensemble. Et en fait, vraiment, c'est à travers en fait, aussi ma connexion avec lui et ma rencontre avec lui que j'ai eu des facilités, on va dire, à rentrer sur le marché français. Ouais. Et surtout dans la scène parisienne. C'est l'impact de ces titres-là qui t'a permis de le faire ou Non, pas du tout, c'était déjà avant ça. Ah ouais, C'était donc déjà avant via ça. ses Ouais. contacts. Déjà en via fait, ses contacts. Donc ouais. déjà, lui, en fait, il m'avait déjà présenté à quelques personnes. Ouais.
de fil en aiguille, en fait, on s'est retrouvés, on a rencontré deux personnes qui ont vraiment en fait changé justement en fait la donne sur Street Fabulous, c'est Benjamin Ifra et Franck Boga. Ouais. Deadline à l'époque. Exactement. Ouais. Tous les deux en fait, l'un travaillait en fait chez pour le label Hostile, Ouais. et l'autre pour Sébastien Farran. Ouais. Et dans cette rencontre, en fait, spontanément, en fait, on discutait. Et je leur dis putain les gars, nous on a la matière, donc on a la musique, on a les sons. Et vous avez les contacts, vous êtes déjà dans le réseau, vous travaillez avec les gens, donc je leur dis en vérité, venez, on fait un truc à trois. Vous êtes de la même génération en plus. Même génération, Ouais, plus ça. ou moins, ouais. Et donc du coup, en fait, eux ont décidé de monter une boîte aussi, donc une boîte d'édition. Et en fait, on a signé avec eux. Et en fait, c'est eux qui ont développé. En fait, le boom vraiment de Street Fabulous, en fait, est parti de là. Donc très vite, en fait, on a produit d'abord, on est passé par la case, on va dire, un peu plus R&B. On a produit les 2 premiers singles de l'artiste Kayla, exactement. Kayla, ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Belly Dance, je me rappelle. Belly Dance, Truc ouais. de toi, ouais, avec Peggy Tabou. D'ailleurs, Peggy Tout à fait. qui était dans Street Fab, qui était en feat sur le morceau. Ouais. Exactement. Belly, belly dance, jump sur la piste, maman, danse la belly dance. Belly dance. J'ai que tu me kiffes pas, donc je danse la belly dance. Et donc, à travers le succès en fait de ces 2 morceaux-là, je pense que les portes se sont ouvertes. Ouais. Et en fait, derrière, on est arrivé vraiment dans un créneau complètement différent. Son Carrie. Ouais, exactement. Ouais. Et on a enchaîné derrière en fait sur un titre pour Lino, Ouais. Délinquante Musique. Ouais, ouais. Et en fait, c'est de là en fait que, Ouais. en tout cas dans le Ouais. Peura, toutes les Gros portes run se sont après ouvertes. derrière, quoi. Ouais. Ouais. Comment se structurait, comment fonctionnait la structure? Quel était ton rôle dedans, à toi? Comment vous fonctionnez entre vous à trois à ce moment-là? Comment ça se Moi, déroule? en gros, j'étais. C'est difficile de parler de soi-même. Moi, je dirais Oui. que j'étais un leader. Tu chapeautais Leader un peu la d'équipe, donc je structure, chapeautais beaucoup l'équipe et tout. Donc Ouais. en gros, en fait, on travaillait, on choisissait en fait les instrus qui à notre sens, à nous, étaient pertinentes. Ouais. On mettait tout sur un CD, Ouais. que ce soit mes prods à moi, les prods des autres. Ouais. Et puis après, on allait au charbon, quoi. On allait faire écouter des sessions en studio ou à distance, où on déposait des CD au label. Ouais. Donc c'était vraiment comme ça. C'était un travail beaucoup plus, on va dire, j'ai envie de dire personnel et humain qu'aujourd'hui. Ouais. Tu Parce vois qu'il y les avait gens, pas de- quoi. exactement, il fallait Mhm. voir les gens, il fallait se déplacer. Ouais. Et en fait, voilà, ça se faisait vraiment spontanément comme ça. Et donc, j'aimais bien. En fait, je ne veux même pas dire que j'aimais bien, c'était juste spontané. Ouais. Je pense que tu vois, c'est pas un truc que tu inventes. Pour moi, tu vois, dans chaque structure ou dans chaque société, tu vois, un leader, c'est un truc qui naît, c'est un truc qu'il Bien a, sûr. qu'il a en lui. Ouais. Et c'est quelque chose que j'aimais bien faire et j'avais les épaules pour porter Ouais. ces responsabilités-là. Et gérer en tout cas mes émotions, gérer les émotions de mes équipes. Je veux dire, ça, c'est aussi un travail qui demande beaucoup de psychologie, beaucoup de recul et d'humilité. Et donc, voilà quoi. Charbon. Et alors, ouais, parce que on est essentiellement là pour parler de tes qualités artistiques, comme je te disais, on parle de réalisation artistique ici, mais donc il y a plein d'aspects dans ce travail-là, et la légende veut que, et je t'ai déjà vu à l'œuvre personnellement aussi, une de tes grandes spécialités, c'est que tu étais playlisteur avant l'heure. Ça veut dire que tu avais la qualité de réussir à faire des packs d'instrus où tu choisissais les instrus minutieusement, et où parfois tu arrivais à trouver l'instru qui traînait au fond de l'ordi, que le gars te faisait même pas écouter en se disant c'est nul, et t'as toujours eu ce don, en tout cas moi je t'ai vu à l'œuvre à l'époque, de te faire, en fait c'était presque un voyage au pack d'instru, parce que tu choisissais des douilles. Exactement. En fait, ouais. c'est quoi Je crois que c'est mes voyages aux États-Unis aussi qui m'ont donné cette expérience-là. Et en fait, c'est très particulier. Je t'explique pourquoi. Pour moi, tu vois, une playlist, à l'époque, on faisait ça. Tu sais, on mettait ça sur CD. Bien sûr. Ou sur, tu vois, par après, tu vois, sur clé USB. Et donc, l'ordre, en fait, dans lequel tu mettais l'instru, en fait, pour moi, ça doit être aussi impactant que quand tu écoutes un album. Bien sûr. Ça va être un voyage, quoi. Exactement. Et donc, là où, en fait, c'est d'autant plus pertinent et même un travail difficile, c'est qu'aux États-Unis, les mecs, ils n'avaient pas le temps. Ça veut dire, quand ils écoutaient, en fait, ta musique, c'est les 10 premières secondes. Ouais. S'ils ne sont pas interpellés par le son, ils zappent, quoi. Tu vois. Ouais. Donc, tu peux pas te louper. Ouais. Et donc, évidemment, ouais, c'était un travail qui demandait un petit peu du recul et de l'expérience, je pense. Et c'était important, en fait, pour moi aussi, que quand on présente notre musique, les mecs, quand ils se mangent le truc, Ouais. voilà. Tu laisses pas indemne, quoi. Voilà, je laisse pas indemne. Ouais. Il fallait que tu vois que. Et en fait, c'était ça aussi notre particularité. C'est qu'on a commencé à 3 dans Street Fabulous, puis après, l'équipe a évolué. Bien sûr. On a fini à 5. Et ça, c'était le prime, en fait, de Street Fabulous, quand il y a Marvelous et One Shot qui nous ont rejoints. Là, on était vraiment, en fait, dans le prime de l'équipe. Et en fait, si je puis dire ainsi,
Notre force à nous, c'était la quantité et la qualité. Ouais. Ça veut dire que là où en fait les autres, ils étaient tout seuls ou en binôme, ça leur demandait beaucoup plus d'énergie et il n'y avait Ouais. pas en quantité. Ouais. Là, tu vois, si chacun de nous, on faisait 5 sons, on se retrouvait déjà avec une playlist de 20 sons à Ouais. présenter un artiste. Bien Tu sûr. vois ce que je veux dire? Et puis, donc, vous étiez très forcément, complémentaires aussi. Voilà, on était très complémentaires, très éclectiques dans le style aussi. Ouais. Ça veut dire vraiment, tu vois, il y avait à manger, à boire pour tout le monde. Quoi, tu vois, Ouais. je veux dire. Donc c'était rare qu'on propose en tout cas des instrus en fait à un artiste et qu'on sortait en fait de la session sans avoir placé, tu vois, un ou deux ou plusieurs sons. Quoi. Ouais, bien sûr. Non, et puis ce qui était intéressant, c'est que vous aviez vraiment ce dénominateur commun de sonner très ricains tous, Mhm. et en même temps de forger le son français à travers ces sonorités, parce qu'à un moment donné, vous étiez carrément sur... limite, un album, tu l'écoutais presque... Tu vois, c'était presque bizarre s'il n'y avait pas des prods de Street Fab dessus. Mais en même temps, chacun avait son identité, quoi. Entre Exactement, Amir, One Shot, qui a beaucoup placé sur Booba, qui avait un son à lui, toi, qu'on pouvait retrouver dans les sonorités de prod très clavier, à la Scott Storch, etc. Peggy aussi, qui était dans souvent des belles boucles, des choses comme ça. Ouais, vous aviez chacun une identité propre, donc ça permettait effectivement de couvrir une grosse surface, quoi. Mais quels sont les moments, du coup, un peu charnières pour toi de l'époque Street Fab, à cette époque-là? Quels sont les moments qui t'ont... Allez, pas qui t'ont pu se marquer, parce que j'imagine que tout t'a marqué, mais si tu devais retenir 2-3 moments un peu décisifs de cette époque, développement de Street Fabulous, où vous prenez de la place, où vous prenez du relief, qu'est-ce que tu retiens, toi, comme moment marquant? Écoute, comme moment marquant, je vais retenir notre rencontre avec Benjamin Efra et Franck Boga. Ah ouais. Pour moi, C'est la clé. Ouais, c'est une rencontre marquante parce qu'en fait, la Tu même passes de année, l'artisanat à... voilà, la Ouais. même année où on les rencontre, en fait, on fait 43 placements Waouh. la même année, En un an. en un an. Waouh. Et donc forcément, on est identifié Ouais. par le public, par la maison de disques, donc par les professionnels. Et en fait, c'est là en fait que tout change pour nous. Quoi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment le moment fort. Vous devenez le truc à la Ouais. mode, en fait. Ouais, exactement. Ouais. Et là où en fait aussi je retiens ce moment fort, pas que sur le côté on va dire créatif, business, mais même sur le côté humain, c'est que encore aujourd'hui, en l'occurrence, je vois moins Franck, mais on a gardé contact ensemble. Mais par exemple, quelqu'un comme Benjamin Efra, on se voit toujours. Ouais. C'est en plus un de mes collaborateurs actuels aussi pour autre chose. Et donc, c'est encore d'autant plus gratifiant, tu vois, de se dire, en fait, on a commencé quelque part avec ces personnes-là et aujourd'hui, on est toujours dans cet écosystème-là, ensemble, on fait des choses ensemble. Fort, quoi. Exactement, ouais. Et donc ça, pour moi, c'est le moment fort que je retiens par rapport à Street Fab. Mais après, il y en a eu beaucoup puisqu'on a beaucoup voyagé, on était aux États-Unis, on a eu des moments assez incroyables, ouais. Ouais. Alors, un autre élément important, c'est que à l'époque, j'ai souvenir qu'il y a beaucoup de titres que tu mixes aussi. Ouais, exactement. Parce que souvent, il y avait cette frustration des compositeurs de l'époque où tu envoies tes pistes, t'as jamais de nouvelles, puis t'entends ton titre sur l'album et le mix, c'est plus du tout le rendu de ta prod, les éléments les plus clés sont parfois sous-mixés, etc. Donc moi j'ai souvenir de toi qui mixe beaucoup de prod de Street Fab à l'époque, et c'était impressionnant parce que moi j'ai connu ton studio à l'époque, une DJ01, dans une petite pièce au studio, comme tu disais, avec des mousses noires sur les murs, exactement. un écran, une souris, un clavier, c'est parti. Je me rappelle même pas s'il y avait un clavier, je suis pas sûr de ça. Oh, il y avait un clavier, ouais. Un gros clavier même. Ouais, c'est possible. Après, moi, je t'avoue, moi, j'étais plutôt du genre à regarder le DAW, quoi, le matériel d'enregistrement. Et j'ai souvenir de mix que tu fais, on les citera pas, il y en a plein, où tu te retrouves confronté sur des albums à des albums qui sont faits dans des studios comme le Davout à l'époque, ou La Scène, donc des énormes studios avec des énormes SSL ou des énormes NIV. Et en fait, tes mix cognent presque plus en sortie de ta DJ01 avec une sommation et des convertisseurs bas de gamme que les mix qui sortent d'énormes consoles avec des énormes convertisseurs. Comment est-ce que tu approches le mix à cette époque-là? Je sais que tu détestes ça en plus, paradoxalement. Ouais, écoute, c'est assez spécial en fait. Et là, je remercie justement aussi d'autres personnes que j'ai croisées dans la vie, que ce soit BC et aussi Junior Jack. Junior Jack. Et c'est un jour, dans une discussion avec Vito, il me disait, écoute, il m'a dit, pour faire sonner un mix, la base, c'est le choix de tes sons. Donc si t'as même pas besoin de mixer si c'est bien choisi. Si tu choisis, tu vois un kick qui sonne dégueulasse, ça va être difficile de le faire sonner et que que ce soit incroyable, quoi. Bien sûr. Et il m'a dit, au plus en fait t'es minutieux dans le choix de tes sons, au plus en fait ton son il sonnera bien, et donc au plus en fait t'auras des facilités à le faire sonner au mix et à équilibrer, on va dire, tu vois, les différents éléments. Et en fait, c'est après des longues discussions avec lui, en le voyant aussi lui travailler, parce que le mec, c'est juste un
C'est des ouf. Moi, j'ai vu ça Kid aurait Crème pu faire, travailler ouais. son binôme. Ouais. Ça m'a marqué à vie, quoi. Ouais, non, c'est Mixer des- une grosse caisse, 4 heures sur la Oh grosse non, caisse. c'est des quoi. fous, les C'est mecs, des c'est- fous malades. Limite, pour Avec moi, des tu vois, machines que t'as jamais vues, Ouais, passer ça exactement. dans des pédales de guitare. Tu fais, bah attends, Non, mais c'est t'es des où, là vrais fous, les Ouais, mecs. ouais. Et donc, du coup, en fait, c'est de là, en fait, où il y a eu ce travail de justement être très, très minutieux Ouais. sur le choix des sons, des éléments, des instruments. Tu vois, t'as des milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions de VST avec des sons différents. Mais t'as toujours, en fait, des textures, tu vois, qui prennent le dessus sur d'autres. Et en fait, c'est là, en fait, je pense que ça a fait la différence. C'est que une fois que j'ai compris qu'en fait, il fallait être très sélectif, en fait, déjà à la base, à la racine, pour qu'en fait, ce soit effectif, en fait, sur le résultat de fin. C'est ça. Et alors, à l'époque, moi, je t'ai vu œuvrer aussi sur des sessions d'enregistrement. Et j'ai souvenir que tu déroulais des prémix à une vitesse à l'époque qui n'était pas commune. Ça veut dire que tu n'avais même pas fini d'enregistrer le morceau, que c'était déjà prémixé parce que tu avais toutes tes presets, etc. Exactement, ouais. Ou directement, tu balançais tes Et ça, c'est BC, ça. Ça, c'est BC qui m'a appris ça, ça. c'est BC. Ouais. Parce que je me rappelle, nous, à l'époque, tu vois, on parlait ouais, au début des années 2000, donc c'était notre époque, quoi. Et les mecs qui faisaient sonner étaient rares. Et encore plus, normalement, quand tu vas enregistrer, déjà, on repartait jamais avec un CD, mais en plus, tu sais que ça va sonner dégueulasse, quoi. Et c'est vrai que moi, je me rappelle de ta rapidité d'exécution derrière un Pro Tools, donc brrr, et alors des presets dans tous les sens, en 2 secondes, il y a des trucs, tu fais, mais waouh, qu'est-ce qu'il a fait Ouais. Tu faisais beaucoup de sessions, du coup, pour arriver à cette faisais- rapidité ouais, d'exécution. je faisais beaucoup de T'as sessions beaucoup pour nous. pratiqué. C'est parce qu'en fait, c'était beaucoup local. Tu Oui. vois. Enfin, quand je dis local, c'est vraiment, je parle vraiment de nous, donc même pas local, tu vois, Ouais. Bruxelles ou la Belgique. Mhm. C'est vraiment que local, nous, Mhm. le label, quoi. Mhm. Et donc, évidemment, je m'enregistrais beaucoup. Oui. Parce Parce que que tu étais interprète encore à j'étais l'époque. interprète à l'époque. Mhm. J'avais C'était au même moment. Exactement. J'avais des Ouais. prétentions de vouloir faire une carrière artistique, mais Ça finalement. commence en fait, toujours par là. Hein. Ouais, écoute, ça commence, Ouais. exactement, ça commence par là. Mhm. Et en fait, c'est juste que j'avais plus d'amour pour la création de musique Ouais. que pour, Ouais. c'est pour le côté interprète. T'as eu l'intelligence de comprendre ta place. Exactement. En Ouais. fait, c'est juste à un moment donné, je me suis fait à Ouais. l'évidence, je me suis dit non, Je serais arrête, pas le tu sais meilleur quoi. numéro 10, je vais être gardien. Voilà. C'est quoi, en fait, là, je suis bien, je vais rester là-dedans, c'est pas plus mal. Ouais. Et donc, du coup, forcément, tu sais, quand tu fais le travail sur toi-même, t'es d'autant plus minutieux et d'autant plus exigeant avec toi-même. Et donc, en fait, cette exigence-là, je l'ai appliquée aux autres aussi. Ouais. Et en fait, c'est vraiment de là que c'est parti. Parce que j'étais très, très dur avec moi-même quand je faisais mes prises de voix et quand je mixais aussi mes voix. Évidemment, en fait, ce que j'ai appris en fait, à travers BC, c'était incroyable parce qu'en fait, moi aussi, en fait, ça m'avait toujours fasciné en fait comment lui il enregistrait en fait au même moment où il enregistre, Ouais. il édite, Ouais. il nettoie, Ouais. il optimise les Tu faisais la voix, même il chose. normalise les voix Ouais. pour qu'en fait déjà à la base quand tu sors une mise à plat en fait Ouais. ta mise à plat c'est Ton- déjà un ton prémix mix en fait. est quasi fini. Exactement. C'est ce que tu faisais, je Voilà. me rappelle. Et donc moi j'avais aussi si tu veux la déteinte sur moi, c'est donc j'enregistre aussi de la même façon et du coup avec les mêmes presets puisque c'est lui qui avait installé mon Pro Tools avec tous les plugins, avec tous les trucs que lui utilisait. Putain. Donc il t'a vraiment fait le terrain de foot Ah ouais, chez exactement, toi. exactement. Et donc Incroyable. du coup en fait tout est parti en fait de là quoi. Et donc c'est ça qui m'a permis en fait d'avoir des prémix assez frais qui sonnent bien, qui sonnent Ouais. percutants et des fois comme tu dis c'est pas moi qui le disais, c'est les autres, mais des fois même mieux qu'en fait non, c'était des mix qui déconné. sortaient de Ah vos non, studios. Quoi. objectivement, c'était dingue. De toute façon, il faut aller réécouter les albums, c'est une évidence. Hein. Et donc intéressant parce que du coup, BC, donc, qui a été ingénieur du son aux États-Unis, Ouais. qui a été assistant de Dallas Austin, qui Tout est à un fait, des ouais. plus grands producteurs américains, qui est légendaire, quoi. Donc en fait, il te transmet un bagage Quinry, et c'est marrant parce qu'il y a toujours, on pourrait reparler, on va mettre des images, même l'imagerie Street Fab était très américaine. Quand vous arrivez, c'est avec des photos, Quinry, attitude, c'était des communications qu'on ne connaissait pas à l'époque. Même le logo, ça aurait pu être un tatouage, pardon, de rappeur Quinry. Forcément, à un moment donné, les États-Unis arrivent dans votre parcours, ça devient une ambition à un moment donné. Je sais qu'à un moment donné, vous êtes beaucoup là-bas, vous essayez de développer des choses. Tu peux nous raconter un peu cet épisode-là, ce que tu en as tiré comme leçon, ce que ça a été comme expérience? Écoute, ça a été incroyable. Ouais. Et en fait, regarde, tu vois, comme tout se lie, tu vois. Ouais. C'est notre rencontre de nouveau en fait avec Ben et Franck, qui nous présentent en fait une amie à eux de Paris, Ouais. Eva Benichou. Et en fait, c'est Eva en fait qui est déjà en contact avec pas mal d'artistes américains pour des bookings en France, tu vois, Showcase. Ouais.
peu importe en fait pour tout ce genre de choses-là, et donc qui fait aussi beaucoup d'allers-retours aux États-Unis, et qui nous dit ouais les gars, si vous voulez en fait sur place, je peux vous connecter avec X, avec Y. Tu Toi, vois. t'attends que ça, évidemment. Évidemment, nous, on attend que ça. Moi, je dis let's go. Ouais. Et du coup, en fait, on se retrouve tu vois, à rentrer dans tous les plus gros labels mythiques des États-Unis, en passant, tu vois, par Rockefeller à l'époque, parce que c'était pas encore en fait ce qui est devenu ce que c'est devenu par après. Coach Records ou d'autres. Et voilà quoi, en fait, c'est parti. Comment ça se passe comme là? Est-ce que vous n'êtes pas accueillis comme les petits, je sais même pas s'ils connaissent la Belgique, les espèces de petits Frenchies moins chers du coin? Est-ce qu'on vous prend de haut? Est-ce que vous êtes accueillis comme des égaux? Je me rappelle pas que, en tout cas dans les différents rendez-vous qu'on avait fait, on nous a pris de haut. On a eu l'occasion et la chance de rencontrer en fait vraiment, tu vois, les personnes, je pense, qui étaient en haut du panier. Et vous aviez des vrais feedbacks sur des vrais feedbacks, oui. Par exemple, quand je partais là-bas, par exemple, chez Rockefeller, on parlait directement avec Lenny Santiago, qui est le DA de Jay-Z depuis le début de sa carrière. Quand on allait, je sais pas moi, il y avait trop de personnes, franchement. Je veux dire, il y a, comment il s'appelle, paix à son âme, DJ Clark Kent, qui s'est occupé de nous aussi, donc il a fait aussi pas mal de placements pour nous. On s'est retrouvé, tu vois, à travailler avec des artistes Quinry, tu vois, comme des ODB, Jim Jones à l'époque, mais je te parle de Jim Jones à l'époque tu vois, la grande époque, tu vois, aussi de Jim Jones et de son groupe. Ah, donc à la grande époque d'Ipsep, tout ça. Exactement, exactement. Vraiment, en fait, on était à ce moment-là, et on s'est retrouvé en fait à faire plein de trucs, tu vois, pour plein d'artistes. J'ai pas le souvenir, tu vois, qu'on a été mal accueillis quelque part, et en fait ça a été assez rapide aussi, donc on a fait pas mal de connexions, on a commencé à placer des sons, on a fait 2-3 morceaux pour des artistes locaux qui ont fait des tubes locaux, et voilà quoi, tu vois, petit bout de chemin, ça a fini, tu vois, sur des mixtapes, sur des artistes comme des Shingy, Fat Joe, ODB, tu vois. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas mené ça plus loin? Tu vois, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es pas dit, en plus avec l'amour que tu as pour les États-Unis, bah, vas-y, je m'installe ici, j'essaie de pousser plus loin, tu vois, comme un Azouz a pu le faire. Bon, tu me diras qu'il bosse encore de chez lui, mais je veux dire, t'as pas à un moment donné eu l'ambition de te dire, bah, on essaye de se baser ici et de développer notre business que ici, ou ton attachement au marché français, à ce que vous développez en France, était trop grand pour faire un choix? Non, pas du tout, en fait, c'était juste que l'ambition était là. Je pense que, tu vois, c'est difficile de... C'est plus difficile là-bas? C'est même pas que c'est plus difficile, c'est juste que je pense qu'en fait, le fait qu'on faisait des allers-retours, en fait, c'était pas ultra productif pour nous. Parce qu'en fait, les Américains, ils oublient très vite. Hein. Tu vois, quand t'es là, si t'es pas là, qu'ils cherchent après toi, et qu'ils ne trouvent pas, et ils passent à quelqu'un, ils passent à autre chose. Et en fait, il y avait donc cette réalité-là, et puis la réalité aussi que nous, on vivait chez nous, et la réalité du marché. Et en fait, c'est juste que on a été pendant plusieurs années, on a fait ce qu'on avait à faire, et il y avait pas en fait spécialement plus de volonté de ça que de se dire ouais, tu sais quoi, on va se déplacer, on va partir là-bas. Et puis moi, j'étais resté longtemps sur place. C'était aussi à un moment donné, on arrivait un petit peu dans la crise de la musique, tu sais, crise du marché de la musique vers 2008-2009. Et donc c'était pas même avant, hein, déjà. Déjà avant, et c'était pas le meilleur moment, et en plus l'industrie aussi était en mouvement à ce moment-là. Donc ça veut dire beaucoup de labels partaient de New York pour s'installer, tu vois, à Los Angeles. D'autres partaient pour s'installer, tu vois, à Miami. Et donc ça bougeait beaucoup. Et c'est juste qu'en fait, on est parti, on a fait ce qu'on avait à faire. On va dire l'ambition, en fait, était un peu retombée, et on s'est dit, tu sais quoi, on va rester là où on est, et basta, quoi. Ok. Du coup, intéressant, parce que tu parles de crise du disque, tu parles de transition. À un moment donné, Street Fab va en vivre une. C'est-à-dire que on sent à un moment donné où parce que vous avez quand même fait un run de 10 ans, où en termes de placement et de beatmaking, vous êtes une référence absolue en francophonie. À un moment donné, on vous sent plus discret. On sent que vous ralentissez un peu la cadence. Comment tu traverses cette période à cette époque-là? Comment ça se passe? Écoute, on le vit... Moi, perso, en tout cas, je le vis pas trop mal. C'est-à-dire que comme je suis un challenger, tu vois, je me dis quelque chose que j'ai créé une fois, je peux le créer 2 fois. Donc et ça arrive du coup parce qu'il y a moins de demandes? Ça arrive parce que... évolue. Exactement. Il y a moins de demandes, plus de concurrence aussi. Je pense qu'on a le mérite aussi de dire que
En tout cas, déjà, nous, par rapport à notre scène à nous, et même par rapport à la scène francophone, on a décomplexé aussi pas mal d'autres jeunes qui Ouais. pensaient que c'était impossible de le faire, Bien sûr. pour qui on a servi d'exemple. Ah Et donc, ouais, du coup, en fait, tu vois, on fait le même parcours que nous et on pris le même chemin, bien la sûr. même voie que nous, tu vois. Nous-mêmes, on a aidé beaucoup d'autres, en fait, à signer en France, que ce soit pour des artistes, des Bien sûr. compositeurs ou autres. Donc, on a pas mal, tu vois, plugué les gens et fait des bridges entre ces personnes-là et des contacts à nous. Et la vérité, on l'a toujours fait de tout cœur parce qu'il y avait cette volonté aussi de partager et de faire évoluer, on va dire... La scène locale, quoi. Ouais, la scène locale Ouais, et notre game à nous, quoi. Tu Ouais, vois ce que je veux dire. Mais donc, du coup, en fait, je le vis pas trop mal. C'est juste qu'en fait, j'essaie de me poser les meilleures questions. Et en fait, j'ai toujours préféré en fait me concentrer sur les solutions, pas les problèmes. Mhm. Parce que je pars du principe que quand tu as un problème, tu peux dormir, te réveiller le lendemain matin, ce problème il sera toujours là. Mhm. Et donc, forcément, il faut chercher où sont les Ouais, solutions. bien sûr, bien sûr. Et donc, je sens que tu vois, bah, du coup, il y a moins de demandes. Mhm. Il y a aussi une dissolution, tu vois, aussi au sein de l'équipe. Mhm. Et donc, du coup, je me dis, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Et je me dis, ben, on va continuer à faire ce qu'on fait, mais plus de la même manière. Mhm. Et donc, c'est-à-dire, à défaut, en fait, de défendre la marque emblème. Street Fabulous, Ouais, ouais. qui pour moi, c'était juste un nom. Tu vois, ce que je veux Ouais, dire, on bien va sûr. se répéter Street Fabulous comme n'importe quel nom. Tu vois, je veux dire, ça ne nous empêche pas de faire de la musique. Et donc, je me suis dit, ben, à défaut de faire ça, ben, en fait, on va juste défendre, en fait, le blaze et, des beatmakers. compositeurs. Ouais. Et donc, c'est comme ça qu'on a continué. Donc, on a fait un pas en arrière. On a en fait stoppé Street Fab. Ouais. Et en fait, on a juste en fait continué à Assigner les développer beatmakers que vous développez Exactement. à travers le même engin, quoi. À travers le- exactement le même le engin, même le véhicule. même réseau, Ouais. le même contact. Ouais. Pareil, tu vois ce que je veux dire. Ouais, et en même temps, est-ce que c'est pas normal qu'à un moment donné, une marque aussi forte et aussi dominante périclite et à un moment donné, que les gens ont envie de voir autre chose? Ouais, Ça bien fait sûr, partie bien du jeu, sûr. donc en fait, il faut Bien savoir réinventer son Se modèle réinventer, aussi pour continuer à exactement. exister. tu vois. Exactement. Nous, on a réinventé notre Ouais. modèle économique. C'est pas votre qualité qui a changé, c'est la perception de la marque. Exactement. On vous a peut-être à un moment donné trop vu, en fait. Ouais, on nous a trop vus et puis on est des dérangeurs. Tu vois, Bien sûr, on bien va pas sûr. se mentir. Moi, déjà, je suis un dérangeur. Oui, bien sûr. Donc forcément, tu vois, je veux dire, il y a des gens à qui ça plaisait, puis d'autres à qui Bien ça plaisait sûr, pas. bien Je sûr. veux dire, on prenait beaucoup de place aussi, parce que comme je te dis, des fois, tu sais, on tombait sur des albums où je pense que le plus gros score qu'on a fait sur un album, c'est 9 tracks sur un album. Ouais, Je veux dire, énorme. et C'est avec- quoi, la fine, peut-être? c'est sur la fin. Ouais, la fine versus Laoni? Ouais, exactement. Ouais, ouais. Et en fait, quand tu regardais en fait le ratio par rapport aux autres compositeurs, on prenait énormément de place. Mais oui, et surtout, en plus, ce qui est compliqué, c'est que si c'était un truc où chacun a sa place et tout le monde est heureux, tranquille, mais c'est un métier de frustration. C'est comme quand tu vas à un casting. C'est comme si toutes les semaines, tu vas à un casting, t'es jamais pris. C'est chaque fois le même book qui ressort avec le Ouais. rôle. Ça peut forcément, à un moment donné, cristalliser. En tout cas, une forme de rancœur et de frustration, de se dire putain, il place sur chaque truc. Moi, je suis là, je fais 150 beats, je fais des bonnes prods et j'arrive pas Ouais, à je passer. pense qu'il y a un petit peu ça. Et puis après Forcément. aussi, tu sais, en fait, comme on faisait de la musique aussi pour tout le monde, Ouais. il y a eu différents facteurs qui ont fait que ça a servi en fait, je vais pas dire aux gens de nous saboter parce que le mot sabotage ce serait un mot Oui, trop oui, dur, oui. mais juste en fait de se dire que ah ouais, si on bosse avec eux, du coup on peut pas bosser avec lui Bien sûr, bien sûr. avec un tel, et donc en fait Les guerres du rap game. quoi. exactement. Ouais. Après, tu vois, comme je te dis, en fait, de nouveau, en fait, pour moi, personnellement, ça m'a pas touché ni psychologiquement, ni humainement, Ouais. ni dans ma musique. C'est juste comme tu dis, en fait, on a réinventé notre modèle économique. Ouais. Et en fait, on s'est fait très discret. On a fait le même taf. Ouais. On a déployé en conséquence, du coup aussi, parce qu'on a signé pas mal de nouveaux compositeurs, Mais oui. dès qu'ils sont venus, qu'ils sont partis, tu vois, juste parce qu'en fait, ils étaient arrivés à terme de contrat. Mhm. Donc, tu vois, je veux dire, ça a pas mal bougé. Et en fait, finalement, on est revenu en fait sur la scène de cette manière-là. Et en C'est fait, ça. on n'a jamais vraiment disparu. Sans pousser la marque plus que ça. à ce Exactement, moment-là. ouais. Ok, et ben écoute, on va arriver à du coup un autre gros switch Mm. de ta carrière à ce moment-là. C'est que tu rencontres un jeune rebeu qui veut devenir riche, qui vient de Boxtal, Ouais. avec un talent complètement inouï. D'ailleurs, moi, je me rappelle les premières fois que tu m'en parles et que tu me le fais écouter, je m'assieds, je dis, ouais, c'est qui ce mec? Et tu crées une relation dans la durée avec ce gars, et aujourd'hui, vous êtes toujours ensemble, c'est Monsieur Hamza. Exactement, ouais. Donc, on le disait tout à l'heure, vous sortez un album là. Normalement, l'album sera sorti depuis peu, quand le podcast va sortir, Mania, que j'ai eu la chance d'écouter, on va en parler après. Tu peux nous raconter un peu votre rencontre, comment ça se passe? Eh ben, écoute, tu vois, comme rien ne se fait par hasard, Ouais. je rencontre en fait Hamza par le biais de Prinsley. Ouais.
Et Qui était un des beatmakers qui que était- t'as signé exactement. en poussant sa marque Ouais. à lui, ouais. Et donc en fait qui a intégré en fait Street Fabulous et on va dire le vrai Street Fabulous qui a duré dans le temps, tu vois. Ouais. Donc à savoir en fait donc il y avait dans Street Fabulous il y avait Amir, moi, Prinsley, One Shot et Marvelous. Ouais. Voilà. Et donc Ah, donc déjà à ce moment-là, il intègre l'équipe. exactement, ouais, D'accord. il Donc intègre avant l'équipe. la période où tu signes des gens, mais en poussant moins la marque. Exactement, ouais, tout à fait. Donc il a Tout quand à même fait. vécu deux Ah oui, lui, il ères a- Street Fab. Exact, lui, il a vécu Ouais. 2 3 heures, heures même. 3 heures, exactement. Il était- 4 heures presque, ouais. Non, il est là avec nous jusqu'au bout. D'ailleurs, encore Ouais. aujourd'hui, Ah oui, c'est on ça, parce travaille qu'aujourd'hui, ensemble. maintenant, tu le produis, donc c'est Ouais. encore. Allez, tu le coproduis, donc vous avez vécu plusieurs périodes, plusieurs étapes de Ouais, travail ouais, différentes. lui, je pense qu'il il a traversé vraiment toutes les périodes en fait. Ça fait quoi, 15 ans que tu travailles avec lui? Ouf, je crois même un peu plus. Ah, waouh, c'est Ouais, je pense 17 ans. Ouais. Et donc Prince D en fait m'appelle un jour, il me dit ouais écoute, faut que tu passes à la maison, je dois te faire écouter un gars de chez nous et tout, il est Ouais. trop chaud, tu vois. Oh, putain. Et donc moi il me dit ça, et je me dis ouais écoute, bah vas-y je vais passer. Ouais. Seulement je suis pas passé, donc tu sais il me relance à 2-3 reprises. Ouais. Finalement je vais chez lui et donc on discute et tout vite fait et tout. Et donc il me dit écoute je vais te faire écouter, il appuie sur play, il me fait écouter et je crois que j'écoute 10-15 secondes, je me prends une gifle et je dis c'est qui lui et tout, et donc il m'explique ouais c'est un gars de chez nous, Hamza, Bazar et tout. Et donc voilà quoi, et donc ça s'est fait super spontanément, je lui ai envoyé un message. À ce moment-là, il était pas tout seul, il avait déjà une équipe avec qui il travaillait. Donc, déjà, il avait des manières et un comportement. Parce que la première chose qu'il m'a dit, écoute, ouais, ça te dérange pas, est-ce que tu peux passer par mes gars et tout? Ouais, je dis, écoute, pas de problème, on fait ça. Donc, je rentre en contact avec ces gars de l'époque. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et donc, ça, je pense que c'était un petit peu avant la sortie de H24. Et en fait, depuis ce jour-là. C'était bien au moins 1 an ou 2 avant. Hein. Ouais, un an ou deux avant, c'est possible. Mais en tout cas, avant la sortie d'H24, ça je me rappelle. Ouais. Et puis depuis ce jour-là, écoute, on est ensemble, quoi. Ouais. Et votre relation a évolué, du coup, parce qu'il Et notre relation a évolué, exactement. La relation de travail a évolué. Donc au début, en fait, j'étais plus, tu vois, on va dire un petit peu comme un grand frère, tu vois, qui était là, qui donnait juste du juice. Ouais. Et je me mettais en contact. T'étais fan de sa musique et moi, je kiffais juste sa musique et je dis, ouais, comment je peux aider à ma manière, tu vois, sans interférer, on va dire, dans leur relation, dans leur manière de faire, dans leur travail et tout. Et en fait, c'est exactement ça que j'ai fait. Et puis après, la force des choses, la nature des choses a fait que pour diverses raisons, en fait, lui a pris un autre chemin. Et c'est là, en fait, que nos chemins se sont croisés. Et puis depuis ce jour-là, on s'est plus quitté. Puis forcément, ça fait maintenant 11 ans que je travaille avec lui. Et donc, on a créé aussi on a créé en fait une relation de travail, mais surtout une relation amicale sincère. Moi, Hamza, je veux dire, au-delà du fait que je le défends comme un artiste, c'est d'abord mon petit frère. Donc, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le perçois. Et c'est cet amour fraternel et cette passion qui nous unit tous les deux qui fait que je pense qu'aujourd'hui, on est encore ensemble. Ça veut dire, comme je dis, en fait, les gens de mon équipe, d'ailleurs, pas que lui, hein, je veux dire, on a un gros staff dans l'équipe, que ce soit, voilà, exactement, que ce soit Ponko, Prinsley, soit Ivy, Lucosi. Dans notre équipe, tu vois, on a notre chef de projet, Arthur, assistant chef de projet, Théo, Alex, qui est là, qui travaille avec nous depuis longtemps. En fait, on a essayé de créer, et j'ai mis beaucoup d'efforts de psychologie pour créer une vraie harmonie de travail, de respect, tu vois. On se dit les choses, on travaille, tu vois, en famille. Je veux dire, pour moi, c'est très, très important, tu vois. Et pourtant, tu vois, je veux dire, voilà, ça n'empêche que chacun a son intérêt, chacun fait son truc, chacun a son rôle, chacun gagne sa vie, tu vois. Mais je veux dire, mais pour moi, ce qui compte le plus, c'est d'abord, en fait, la passion. Et après, tout le reste, ce qui va avec, c'est bonus, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Et je pense que c'est là où, en fait, même si on est de 2 générations complètement différentes et qu'il y a un écart d'âge entre lui et moi, c'est ça, en fait, je pense, qui nous lie, en fait, tous les deux. C'est que pour moi, en fait, d'abord, c'est le côté artistique, le côté créatif. Et tout le côté, en fait, lucratif, si ça vient, c'est forcément à cause de ce qu'on a fait. Avec la passion, quoi. Avec la passion. Le moteur, c'est ça. Et le reste, en fait, c'est bonus, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais d'abord, le focus numéro 1, c'est d'abord la musique et la créativité. Ouais, c'est la clé.
Et comment évolue ton rôle du coup dans sa carrière à la base quand tu commences à travailler avec lui? T'es plutôt, si je me rappelle bien, t'es juste son éditeur, je pense. Au début, ouais. Au début, en fait, je suis juste en fait là comme éditeur, mais après, dès le début, en fait, quand moi je commence à travailler avec lui, en fait, on est sur un 994. 4, t'es Et réalisateur. donc là, de je suis disques. déjà en fait réel en fait sur l'album. Donc en fait, je suis là quasi à tous les enregistrements des morceaux. Donc là dans la réal, tu vois les edits, je m'occupe des séances des séances de studio, des séances de mix. Je fais beaucoup d'editing dans ces projets, notamment en fait sur la fin. J'aime bien en fait, tu vois, bien peaufiner le travail, bien repasser sur les mix, tu sais, d'être sûr, tu vois, qu'il n'y a pas de crasse qui reste, pas de clic digital, pas de saleté dans les voix. Donc il y a tout cet aspect-là en fait qui moi en tout cas me plaît beaucoup, tu vois, et surtout en fait sur un artiste comme lui, donc c'est d'autant plus agréable, tu vois, de travailler en fait sur Parce ces que t'es morceaux. fan de sa musique. Ouais, exactement. Ouais, Donc, en fait, moi-même toi, c'est déjà, ton tu vois, voilà, plaisir. je kiffe sa musique. T'écouterais donc, Hamza si tu bossais pas avec lui, quoi. ouais, tout à fait. Ouais. Je veux dire sans aucun doute même, tu vois, je te dirais. Ouais, bien sûr. Donc et ça Bah, je comme le dis. beaucoup de gens. Hein. Ouais, je pense, ouais. Ouais. Et donc du coup, en fait, c'est par là que commence mon travail. On fait ça jusque, si je me trompe pas, jusqu'au projet 140 BPM 2. Ah oui. Et ensuite, donc là, j'ai toujours le même rôle. Donc je suis entre, tu vois, édition Éditeur et réalisateur. et réal. Et ensuite, là, je reprends en fait en main aussi en fait tout Management, le management et la gestion de label. c'est ça. Et Donc, tu fais partie de la boîte maintenant, Just Woke Up avec exactement, ouais. Hamza. Ok. Donc Hamza, c'est le CEO. Et Ouais. moi, je suis manager, directeur du label. Ouais, c'est ça. Et en gros, forcément, tu vois, on staff, on a une équipe, donc tout le monde, tu vois, joue son rôle au max. Et ça, c'est vraiment cool. On a la chance d'avoir vraiment une chouette équipe. Et en fait, c'est comme ça qu'en fait évoluent les choses. Mais surtout, je garde quand même toujours un pied dans le côté artistique. Et on échange pas mal, lui et moi aussi, à ce niveau-là. Parce que, comme je dis, même si en fait on est de deux générations différentes, je pense qu'en fait la musique dans laquelle elle est demande beaucoup de refs de ce que nous on faisait à l'époque et aussi des artistes de l'époque. Et forcément, en fait, Surtout comme le je dernier comprends, album, on va en parler. surtout le dernier album. Ouais. Et comme forcément, en fait, j'ai les refs. Bah donc du coup en fait on est, tu sais, sur le même diapason et donc Ouais. c'est facile d'échanger, tu vois, ensemble. Ouf, de Après ouf. bon, sur ce dernier album là, donc c'est co-réalisé par Lucosi et moi. Ouais. On y viendra après. On si y tu veux bien. viendra après. Ouais. Et mais donc voilà quoi, donc voilà un petit peu comment évolue la relation entre nous. C'est, écoute, beaucoup de rires, beaucoup de Ouais. beaucoup d'émotions, beaucoup de trucs ultra marrants, beaucoup de scènes. La vérité, je veux dire, c'est un artiste qui est ultra généreux, Ouais. avec qui c'est difficile de pas s'entendre. Et personnellement, moi en tout cas, j'estime que j'ai beaucoup de chance de pouvoir travailler avec un artiste comme lui, parce que le truc que j'ai pas dit en fait au début de la discussion, c'est que fatalement en fait c'est mon deuxième souffle dans la musique. Bien Et si sûr. j'avais pas rencontré Hamza, il y a des fortes chances que j'aurais arrêté la musique. Ah ouais. Donc c'est vraiment mon deuxième souffle dans la musique. Et donc voilà. Et donc la cause de tout ça, c'est un beau aussi, souffle. c'est aussi comme je disais, Prince D. Ouais. C'est lui en fait qui m'a fait découvrir. C'est vraiment un garçon qui a le flair aussi pour, tu vois, de dénicher ou de sentir genre des artistes qui ont vraiment quelque chose de vraiment Puis particulier. même lui, il est super doué Ouais, comme de fou, compositeur, comme ouais. réal, comme artiste. Ouais. C'est un ovni. Ouais, grave. Mais du coup, alors c'est super parce que donc on arrive au centre. En fait, on arrive au sujet de notre podcast. Donc comme tu viens de très bien nous expliquer, tu as réalisé tous les albums d'Hamza. Ouais. Euh, Réalisé et co-réalisé. c'est ça. Ouais. Mais donc tu es réalisateur chaque fois, en tout cas, de chaque disque. Là, on a tout ton parcours, donc beatmaker, ingénieur du son, leader d'équipe aussi, ce qui est un vrai métier, etc. Mais l'approche de réalisateur, comment est-ce que tu approches ce rôle-là, en fait? Quelle est ta manière d'aborder ce rôle-là de réalisateur sur un disque? Bah écoute, il y a plusieurs manières de l'aborder. Pour moi, tu vois, un réalisateur artistique, c'est quelqu'un qui accompagne l'artiste. Alors, je peux faire une parenthèse, justement. Ouais. Tu pourrais nous expliquer, pour toi, la différence, que les gens comprennent bien, entre ton rôle de beatmaker, ton rôle de producteur. Donc quand je dis producteur, tu mets les sous sur le disque par exemple, et réalisateur. Comment toi tu décrirais la différence? Bah écoute, c'est marrant parce que c'est des jobs qui se lient mais qui sont vraiment différentes dans l'approche. Ouais. Pour moi, déjà la qualité, on va dire, d'un réalisateur artistique, c'est déjà en fait avoir l'expérience de studio. Parce que fatalement, en fait, ce que tu fais, c'est que non seulement en fait tu organises en fait les séances de studio, donc les séances d'enregistrement, les séances de mix.
Donc ça demande quand même, tu vois, une certaine expérience et aussi de savoir où on va aller, avec qui on va travailler, dans quel type de studio on va travailler, tu vois, de faire aussi un agenda. Parce que tu vois, quand tu pars pas tout seul, tu pars avec tes équipes, avec des compositeurs, etc., etc. Aussi, tu vois, je veux dire, il faut avoir beaucoup de psychologie, parce qu'en fait, il faut gérer en fait les relations humaines. Parce que tu vois, on part pas tout seul, on est des grosses équipes, donc tu vois, il faut gérer en fait les émotions de chacun. Tout le monde veut faire quelque chose, mais tu vois, il y a un ordre dans les choses. Et puis surtout, tu vois, il faut savoir en fait installer le bon mood et laisser en fait le mindset primordial pour moi, c'est celui de l'artiste. Tu vois ce que je veux dire? Il faut le laisser en fait lui être dans sa vibe et dans son truc, dans son rythme à lui. Chaque artiste, tu vois, a un rythme différent et il faut savoir en fait ménager et être productif et constructif tu vois, autour de ses attentes à lui. Tu vois ce que je veux dire? On a tous en fait le même rôle en commun, c'est de faire tout pour qu'en fait l'artiste en fait se sente le plus à l'aise et puis faire le meilleur album possible. Exactement, voilà. Et donc après là où évidemment on a énormément de choses nous de travailler en fait avec un artiste comme Hamza, c'est que c'est déjà un garçon, tu vois, qui est très autonome. Donc ça sert à rien de trop lui imposer des choses ou de lui suggérer des choses. Et les compositeurs aussi. Et les compositeurs aussi par la même occasion. Et donc du coup en fait souvent en fait le moteur en fait c'est lui. C'est lui, en fait, de là où il part, là, en fait, les discussions commencent à s'élargir. Et donc... Vous êtes à son service, en fait. On est au service et on comprend, en fait, maintenant où il veut aller et qu'est-ce qu'on doit proposer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça c'est pour le côté, en fait... réalisateur artistique. Pour le côté en fait de production exécutive, évidemment c'est un autre travail puisque là en fait il s'agit de toute la partie en fait économique de l'album, donc ça veut dire chiffrer en fait toutes les campagnes promotionnelles, toutes les campagnes de marketing, la stratégie, chiffrer tu vois la préparation du disque, les différents partenaires avec qui on va travailler. Donc tu vois, je veux dire, ça demande aussi un travail, tu vois, de logistique et d'administration. Il n'y a rien d'artistique en fait là-dedans. Exactement. En fait, si tu veux, c'est on gère en fait un artiste comme en fait un label. Une maison de disques gère un artiste. Sûr, ça veut dire on passe exactement en fait souvent même par les mêmes sous-traitants, puisque même les maisons de disques pour certains services sous-traitent aussi beaucoup en fait avec de boîtes extérieures. Et donc c'est vraiment en fait deux approches complètement différentes. Une en fait où il y a beaucoup plus, on va dire, le côté on va dire créatif, tu vois, plus artistique, et l'autre côté où en fait c'est beaucoup plus de travail de businessman, tu vois, économique, stratégique, tu vois ce que je veux dire. Voilà quoi. C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire, parce que tu sais quoi, je l'avais jamais appréhendé comme ça. Mais en fait, donc de ce que j'entends de ta perspective, et j'ai plutôt tendance à la rejoindre, en fait, le rôle de réalisateur, c'est presque le match de fin d'une partie que tu peux jouer dans le processus artistique, parce que en fait, il faut assez de détachement et d'expérience pour comprendre presque tous les enjeux de la chaîne artistique. Je parle donc... comme tu dis, le lieu d'enregistrement, l'équipe de producteurs avec qui tu vas travailler, je parle de producteurs artistiques, de compositeurs donc. Bref, il faut avoir une expertise de comment se fait un disque qui demande du coup beaucoup d'expérience et de maturité, où idéalement, si au plus tu as eu de casquette avant, mieux tu vas comprendre. Et pas que artistique, en fait. Aussi technique. En l'occurrence, quand je dis technique, pour moi, ça fait partie de l'artistique, tu vois. Moi, en l'occurrence, quand je dis technique, en fait, je parle aussi pour moi. Par exemple, et ça, c'est vraiment un truc que j'apprécie beaucoup faire, mais je faisais déjà beaucoup ça avant, et c'est un truc particulièrement que j'aime beaucoup faire en fait sur Hamza et sur les autres artistes quand je travaille avec eux sur les disques. C'est vraiment en fait de rentrer en fait dans les structures, d'éditer. Tu vois, de changer des choses, de bousculer en fait la structure. Faire le bon cut au bon endroit. Le bon cut au bon endroit. Tu vois, je veux dire, c'est tous des petits détails, mais qui font qu'en fait, ça rapporte en fait une certaine énergie et des certains rebondissements, on va dire, tu vois, dans la musique, pour que ce soit moins redondant, quoi. Tu repasses sur les mix aussi. Sur les mix aussi, bien sûr. Après, on a Akimovic qui depuis mixeur. Le début est mixeur et mixeur. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup en fait passer aussi du temps avec lui. Donc on reste beaucoup ensemble. Je déteste en fait interférer en fait dans le travail en fait des gens. C'est quelque chose que j'ai toujours eu horreur de faire. Et d'ailleurs c'est pour ça que je pense qu'on s'entend plutôt bien aussi avec Hamza. C'est que ça m'est jamais arrivé en studio avec lui de le stopper dans le processus de quelque chose qui. Tu le laisses aller au bout. Si tu te dis mauvaise piste, tu vas quand même aller voir où ça mène. Exactement. C'est déjà arrivé. Tu vois qu'on est installé et il est en train d'enregistrer un truc. Il se retourne, il dit qu'est-ce que t'en penses? Et la première chose que je dis frérot, finis ton idée. Va au bout de ton idée. Et après, tu sais quoi, quand c'est fini, on discute, tu vois.
C'est pas bête parce que c'est vrai que même si c'est bienveillant de lui dire ouais je suis pas convaincu, tu vas d'office créer une frustration Ouais, et un doute. et un puis, doute. et puis surtout, tu sais pourquoi je le fais pas? Je le fais pas aussi parce qu'en fait, c'est déjà arrivé qu'en fait, j'entends un truc que je doute. Ouais, puis Et qu'après, quand c'est fini, que j'entends le truc, je me dis, ah ouais, en fait, je me suis complètement parfois gouré. pire, tu te rends compte 2 jours après. Ouais, en exactement, c'est l'écoutant déjà dans arrivé une plein de autre fois. humeur. Bien sûr, bien sûr. ouais. Tu te C'est dis déjà en arrivé fait, plein de fois. c'est une douille. Et donc, du coup, pareil pour le mix, tu vois, pour le Ouais. mix aussi, tu vois, je veux dire, Hakim, il fait son truc, je laisse avancer sur son truc. Quand je vois qu'il est arrivé, tu vois, à 80-90%, tu vois, Ouais. de l'étape, Tu repasses un là, peu. après, je lui dis, ouais, écoute, Hakim, ça te dérange pas que je m'installe un petit peu? Et t'es encore à l'aise avec ça du coup de te mettre des Ouais, Pro bien Tools, sûr, toucher et ouais, tout grave. Ouais. Ouais, je kiffe ça de fou. Je veux dire, Ouais. tu sais, je veux dire, pour quelqu'un comme toi qui comprend, Ouais. tu vois, ce que moi je vis, en fait, tu vois, au jour le jour. Ouais. Et je sais que toi aussi, tu t'es retrouvé beaucoup aussi derrière des Bien machines. sûr. Écoute, c'est juste kiffant. Tu vois, c'est encore Ouais. plus kiffant, tu vois, quand tu le fais pour quelque chose que tu vois, que Ah non, t'aimes moi je écouter. te Tu vois ce que je veux rejoins à dire? 2000%. Et comme tu dis, moi je te rejoins là-dedans, mais il faut ce tempérament-là, il faut être capable de ça. C'est aussi peut-être une forme de leadership artistique. C'est avoir la macro-vision de passer derrière un travail qui est quasi fini pour faire en sorte que tous les éléments soient amenés au stade de l'orfèvrerie et que ce soit Ouais. impeccable sur le mix, comme tu dis, les petits arrangements, le cut, putain il manque peut-être un petit instrument là, peut-être mettre un petit clavier là ou une petite corde là. Et c'est vrai que moi personnellement je trouve ça exceptionnel comme étape, mais c'est vrai qu'il faut être capable Ouais, bien d'avoir sûr, bien sûr. l'expérience, le recul, et puis c'est Ouais. souvent des heures de studio en fait qui Et là, permettent, c'est là aussi prend toute son importance aussi de l'aquarelle. Tu vois, ouais. tu vois, Oui, par exemple, tu peux aller chercher une fraîcheur. exactement, on en reparlera, tu vois, après par rapport à Lucosi, Lucosi, ouais, il faudra même, vraiment que tu nous même expliques pour, ça, ouais. sur Ponko, tu vois, par rapport à Sincèrement. Ouais. Mais c'est justement, en fait, Ah, eux, c'était choréalisé par Ponko aussi, Ouais, exactement, ça, ouais. ça je savais pas. Ouais. Ok. Et c'est eux, en fait, justement, qui complémentent tout ce côté-là. Ouais, les ouais. manquements, les trucs de comment on peut réarranger, comment on peut réinventer le Ouais, morceau, ouais. comment on peut venir avec une intro, tu Ils vois, mettent les mains dans le explosive. cambouis, quoi. Exactement, Ouais, tu vois. ouais. Donc, tu vois, la vérité, pour ça, je veux dire, j'ai vraiment une équipe de fous, quoi. Je veux dire, les garçons, c'est des garçons super talentueux. Et pour en revenir aussi sur ce qu'on disait juste avant, tu vois, par rapport au rôle du réalisateur artistique, pour moi, tu vois, un des points aussi, tu vois, culminant, on va dire, de tout le processus, c'est aussi le mastering. Et là aussi, tu vois, il faut avoir l'expérience d'écoute, tu vois. Oui, comprendre un mastering. Et C'est pas surtout, toujours facile. voilà, hein. exactement. Et c'est surtout où je vais le faire et avec qui je vais le faire. Ouais. Tu vois, là aussi, le choix est d'être pertinent. Parce qu'il y a Ouais. plein de gens qui te proposent ce genre de Bien service-là. sûr. Mais pas tout le monde, tu vois, a l'expérience du son. non. Et des fois, tu vois, je veux dire, c'est même pour des compositeurs, pour des producteurs. Des fois, tu as des gens, tu vois, ils ont juste énormément de talent, mais ils ont du mal à mettre les mots techniques sur qu'est-ce qu'ils veulent entendre ou qu'est-ce qu'ils bien sûr, qu'est-ce c'est qu'ils un veulent comme métier. rendu. Et donc, c'est d'autant plus difficile de se diriger à ce moment-là, tu vas vers les bonnes personnes. Tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Comprendre un bon master, il faut une certaine oreille pour pouvoir y aller. Ouais, Parce que c'est vrai que, alors pour ceux qui ne savent pas, donc le mastering, c'est après le mixage, c'est l'étape finale pour faire en sorte que ça sonne plus ou moins avec la même dynamique, le même niveau, le même équilibre dans toutes les enceintes, parce que d'une enceinte à l'autre, quand c'est juste mixé, il y a des différences. C'est pousser le son à son volume idéal sans que ça sature, mais en même temps que ça tape. Ouais. C'est faire, en fait, j'avais Et créer une homogénéité aussi dans le son, dans tout l'album. pour qu'il n'y ait pas un morceau qui sonne plus D'une fort track que à l'autre. l'autre. Exactement. Ouais. Et j'avais un prof. Éclaircir les fréquences. Exactement. Ouais. J'avais un prof à l'école de son qui disait que c'était comme mettre le glaçage autour du gâteau une fois que le gâteau était fait, ce qui est pas faux en fait. Ouais, parce c'est pas que faux. Tout est déjà là et c'est mettre les derniers petits détails d'orfèvrerie. Pour moi, mais c'est exactement ça. C'est le lifting, on va dire. c'est le lifting final, ouais. Le lifting final. Mais ouais, pour tout ça, à fait. effectivement, faut un peu de recul. Mais du coup, c'est intéressant. Une autre question, comment tu abordes la construction d'un album, toi? Tu vois, dans le sens où, quand tu vas créer un album, il faut définir une direction artistique, il faut une cohérence d'équipe aussi, une cohérence dans la construction, une cohérence d'équipe. Bon, ce que je crois comprendre, c'est que tu as tout le temps un peu la même équipe, qui évolue peut-être quand tu recroises quelqu'un, que tu te dis, ça a du sens d'intégrer à l'équipe, est-ce que tu l'intègres? Ou alors, est-ce que sur un disque, tu te dis, on va casser un peu l'équipe, on va aller chercher les gens extérieurs? Comment est-ce que tu abordes, donc que ce soit Sincèrement, que ce soit La Mania, quand l'album est fini, comment ça se passe pour commencer ce travail de réalisateur? Comment tu démarres cette étape au point zéro pour lancer l'impulsion du disque? Écoute, pour moi, en fait, justement, en fait, mon travail à moi commence au début, mais en vérité, en présentiel. Un réalisateur artistique, il n'a pas vraiment besoin d'être présent là, en tout cas dans mon cas de figure à moi. Tu laisses faire. Je laisse faire, exactement. D'accord. Et d'autant plus que c'est même pas je laisse faire, c'est que je laisse faire aussi parce que je sais que j'ai pas besoin de pas laisser faire. Oui, Tu vois, tu je veux sais dire. que c'est en laissant faire que tu auras ce que tu veux. Exactement. Ouais. Moi, tu vois, par exemple, mon expérience, et ce que j'ai compris, que ce soit avec Hamza, avec un artiste comme même Prinsley ou même avec HD, c'est que ce sont des artistes, ils ont un truc qui les lie tous, c'est qu'ils sont super autonomes. T'as pas besoin de leur dire qu'est-ce qu'ils ont à faire. Ouais. Hamza, c'est un garçon, en fait, il est tellement passionné par la musique que, en fait, c'est un professionnel.
Ouais. un passionné professionnel, Ouais, si je peux l'expliquer bien comme sûr, ça. bien sûr. C'est-à-dire sans même mettre mettre déjà dans sa tête l'idée de qu'est-ce que je vais faire comme concept, où je vais aller. En fait, de sa nature et de sa passion, on va dire, pour la musique, en fait, il crée. C'est déjà une volonté personnelle de créer quelque chose de différent, quelque chose de nouveau à chaque fois, ou de comment je peux dire, de voyager, tu vois, vers d'autres horizons. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Donc déjà, c'est une volonté personnelle. Et c'est pour ça qu'en fait, j'interfère jamais dans la création de base. Comme mes garçons, en fait, je sais qu'ils vont au studio, ils vont faire leur truc. Je dis, tu sais quoi, les gars, vas-y, faites votre truc, tu vois. Je laisse. Et en fait, dès qu'en fait, ça commence à prendre forme, tu vois, 4, 5, 6 morceaux, et là, on sent qu'on a un truc. Il y a 2, 3 morceaux qui sortent du lot. Il y a une couleur. Qui sont les Il y a locomotives. exactement, il y a une locomotive, il y a une couleur artistique, il y a des influences sonores. Et qu'on se dit, ah, en fait, c'est celle-là, tu vois. Et ben, c'est à ce moment-là, en fait, que ça commence. Et souvent, en fait, c'est à ce moment-là qu'on décide, justement, de créer des séminaires en équipe. Tu vois. Donc, de se dire, bon, bah, les gars, on va partir dans X ou Y endroit. Parce que le fait aussi de se détacher, en fait, de l'endroit où on est, en fait, ça permet, en fait, d'avoir un petit peu plus de créativité, plus de liberté. C'est tout con, hein, mais juste le fait que tu sois pas au même endroit, et surtout quand tu quittes le continent, ça te permet d'être dans un mode où en fait tu sais qu'en fait les problèmes journaliers ils sont pas là. Et puis tu es dans une énergie différente. Voilà. Aussi. Et t'as pas le temps non plus, donc personne peut t'appeler pour dire ouais viens ou viens, il y a ceci ou il y a cela. En fait t'es pas là, tu vois. Donc en fait t'es concentré dans ton truc. Et forcément ce détachement te permet encore plus, tu vois, d'être créatif, on va dire, dans le mood dans lequel t'es, la direction en tout cas vers laquelle tu vas aller. Et là-dessus, franchement, je vais pas te mentir, en fait, les garçons, ils sont super forts. Que ce soit Hamza, en fait, dans sa volonté de vouloir créer et de proposer des choses différentes. L'équipe aussi autour qui complémente et qui comprend. Parce que quand on regarde un mec comme Ponko, compositeur et réalisateur hyper éclectique, je veux dire qu'il y a énormément d'influence, tu vois, dans sa musique, mais surtout en fait c'est un consommateur aussi de musique, donc qui écoute aussi énormément de musique. Pareil pour Lukosi, de son jeune âge, tu vois, c'est un garçon qui a une large culture musicale, tu vois, par rapport à son âge. Je veux dire, ce qui est pas, tu sais, c'est marrant, mais je dis tout souvent aux jeunes artistes et aux jeunes compositeurs, vous devez faire vos devoirs. Il y en a beaucoup en fait qui font de la musique, mais qui ne connaissent pas en fait la source ou la racine ou les références de la musique qu'ils font. Et peu importe le style, hein, tu vois, il y a toujours une ref, il y a toujours un départ, tu vois, à tous ces styles et tous ces courants musicaux. Et pareil pour Prince D aussi, tu vois, je veux dire, lui carrément, tu vois, pour moi, c'est même plus de la musique, c'est de l'art. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, tu vois, je veux dire, c'est un artiste, même dans la manière de conceptualiser, de composer et de séquencer sa musique, de créer son son, c'est plus de la musique, c'est un art. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus de la musique générique, séquentielle, tu vois, où tu composes, où tu dis, là, en fait, c'est l'intro, refrain, couplet, refrain, outro, non. Tu vois, c'est pas du tout comme ça, tu vois, qui travaille. Et c'est là, en fait, où j'estime avoir énormément de chance, c'est que j'ai réussi, en fait, à créer une énergie et de créer, tu vois, une équipe. Vraiment, tu vois, qui a de l'expérience dans le travail accompli. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, pour moi, tu vois, ça n'a pas de prix. Et d'où je pense aussi qu'une de mes responsabilités à moi, en tant que responsable de label, c'est aussi justement de staffer. Tu vois, ça veut dire il faut aussi avoir le flair de trouver en fait les bonnes personnes qui complémentent en fait tu vois, ton équipe. Et comme je dis, en fait, souvent en fait les gens en fait veulent être les personnes les plus intelligentes et s'entourer d'imbéciles. Et en fait c'est juste le contraire. Moi je préfère être la personne la moins intelligente dans l'équipe et m'entourer. Tu vois ce que je veux dire? Et de m'entourer en fait que des gens, tu vois, qui sont mieux que moi dans leur domaine, parce que c'est ça en fait qui fait avancer une équipe. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi c'est ça la vision. Oui, et puis surtout ce qui est intéressant, c'est de t'entourer de gens qui vont être doués dans les champs de compétences qui ne sont pas les tiens, et toi d'être doué dans les champs de compétences qui ne sont pas les leurs. Donc moi, de ce que je comprends de ta mécanique, c'est que du coup tu as mis ton talent et tes efforts dans le fait de monter l'équipe idéale à tes yeux en tout cas. Tu les laisses œuvrer, et une fois qu'ils œuvrent, tu viens sublimer la matière qui va créer une voie d'inspiration pour créer le disque. C'est exactement ça. Et ben écoute, on va rebondir du coup sur notre actualité qui est Mania, que j'ai eu la chance d'écouter avec toi. À plusieurs reprises en plus, j'ai pu réécouter l'album avec toi. Écoute, moi ça a été, et j'en profite franchement pour faire la promo de l'album, une écoute captivante.
je déteste le terme, mais tu vois, le terme à notre écoute était de dire que c'était un no-skip, quoi. J'aime pas trop le terme, mais c'est vrai que c'est un 15 titres. Il n'y a pas de déchets, c'est des titres très solides. Et du coup, je pense qu'on peut pas faire un album comme celui-là sans faire la construction d'équipe que tu as faite. Parce qu'en fait, il y a même pas, si on écoute, en fait, mais même sincèrement, si on écoute la musique que vous faites, il n'y a pas besoin d'expliquer que les gens qui font ces albums-là sont des gens qui ont de la culture. Ouais. Et je trouve que Mania est un grand disque, parce que c'est le disque, à mon humble avis, en tout cas moi en tant qu'auditeur, et en tant que quelqu'un aussi très touché par la musique et par la culture, et qui essaie d'avoir quand même un certain bagage là-dedans, je trouve qu'il y a plein de marqueurs, plein de références très pointues, en fait. Je vous ai trouvé très courageux sur ce disque, parce que au lieu de surfer, en fait, parce qu'il y a quand même un changement de dimension d'Hamza sur cet album, sincèrement, on peut dire que c'est un peu son album blockbuster, où il prend une nouvelle dimension. Et en fait, plutôt que rester dans un truc où vous êtes dans la facilité, vous faites du Hamza, en fait, il y a une vraie prise de risque artistique sur ce disque, où il teste des choses, où on entend des références des années 90, où il n'était pas forcément né, donc on se rend compte qu'il a dû entendre des choses, grandir dans des choses. Comment vous avez fait cet album? C'est dur, là. C'est dur. Écoute, c'est comme je dis, en fait, la folie, frérot, la folie. Déjà, tu l'as que... fait avec Lukosi en Coréal. Première fois que Ouais. vous bossez avec lui en Coréal et qu'il prend ses places. Exactement. Raconte-nous tout ça. Essaie de nous partager un peu la gestation de ce disque, parce que là, il y a plein de gens qui vont regarder, qui ont écouté Écoute, l'album, en qui fait, vont vouloir mieux comprendre. c'est difficile, tu vois, de mettre des mots dessus, Ouais. mais évidemment, en fait, Lukosi a joué un rôle particulier, parce que non seulement, en fait, il est co-réalisateur Les compositeurs. et compositeur De la plupart des prods. de la plupart des prods dans Ouais, l'album, ouais. mais aussi, il a travaillé aussi, en fait, tout le côté, en fait, DA, en interne wow. label, tu vois, en fait, avec nous. D'accord. Et donc, énormément, en fait, d'idées qui entourent, en fait, cet album, en fait, viennent de lui. Et franchement, en fait, comment ça a commencé? La direction artistique est très solide. Hein. Ouais, la direction artistique est très solide. Les idées, en fait, comment je peux dire, les fondations sont très, très solides. Et puis après, tu vois, évidemment, le staff, tu vois, qui est autour aussi. Ouais. C'est déjà une équipe qui tourne, qui fonctionne. Ouais. Ouais. Tu vois, Et l'album, vous l'avez fait comment? Vous l'avez fait où? Comment? Alors, Quelle était l'ambiance? franchement, il s'est fait en plusieurs parties. L'ambiance était ultra détendue. En hein. sortie du succès, sincèrement, comment vous appréhendez ça? C'est quoi l'ambiance? La Vous dites, putain, on va vérité, faire plus chaud. colonie de Vous êtes juste vacances. content. Ouais, vous êtes Oh non, content. On est Vous content. voulez vous amuser, vous pouvez vous détendre, ça y est. Colonie de vacances, il y a un morceau justement où Hamza, tu vois, il dit cette année, j'ai ramené tout le gang dans les hills, tu vois. Et en fait, ça a commencé par là, frérot. Allez. Ça a commencé par là. Gang. On est parti, tu vois, à Los Angeles, Yeah. à Beverly Hills. On s'est enfermé, tu vois, dans une baraque. Toute l'équipe, tu vois. Donc, on est parti à 12, tu vois. C'était intense, tu vois. Et c'était marrant parce que c'était la première fois, du coup, on se retrouvait tous ensemble. Et donc, du coup, évidemment, beaucoup de rires, beaucoup de blagues, tu vois, beaucoup de bonne humeur. Et je te dis, colonie de vacances, c'est-à-dire que déjà, de toute façon, peu importe Mania ou même les projets précédents, jamais on a fait un projet, ou Hamza jamais a fait un projet dans la prise de tête, tu vois. Ouais. Il n'y a pas ça chez nous, tu vois ce que je veux C'est dire. le plaisir. Je sais pas comment ça se passe chez les autres. Ah, il y a des Comment- gens, mais en fait, parfois tu peux avoir une pression. Tu sais, quand t'as un succès comme sincèrement, t'as pas Non, envie de faire plus bas, t'as envie de continuer dans cette En fait, lignée-là. tu sais c'est quoi, pas un je sujet, crois quoi. que c'est pas un sujet. En fait, Ouais. et je pense que c'est ça, en fait, la clé. C'est qu'il faut pas que ce soit un sujet. Et c'est là où, en fait, justement, même de son jeune âge, en fait, Hamza m'a toujours impressionné, en fait, à ce niveau-là, pour le côté psychologique, tu Ouais. vois. C'est que, ouais, les gars, on s'en fout, en fait, Ouais. tu vois. On fait On de est la là pour musique. kiffer, en fait. Tu Ouais, sais, il a raison. tu sais, il faut pas qu'on reste On focus. sauve pas des vies, quoi. Voilà, il faut pas qu'on soit focus sur les chiffres, tu vois. Ouais, ouais. Si on fait mieux, bah c'est cool. Et si on fait moins bien, c'est pas grave. Next, tu vois, je veux dire, on continue à faire de la musique, quoi, tu vois. Mais juste, il dit, le seul truc où il faut pas, tu vois, qu'il y a de discussion, c'est sur la musique. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et justement, Voilà. votre intention artistique sur cet album, quelle était votre intention artistique? Est-ce que vous aviez, Bah, vous aviez un forcément, l'attention artistique, évidemment, c'est toujours de se parfaire et de proposer quelque chose de nouveau. Ouais. Et d'autant plus que l'exercice est difficile parce que nous aussi, tu vois, je veux dire, on se dit, est-ce qu'il va encore réussir à nous étonner? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, ouais. Et, Limite, vous avez peur. non, même pas peur. Ah, parce c'est que vous juste, avez confiance. on a confiance. Mais il y a quand On même se dit, il y a quand même l'inconnu, quoi. qu'est-ce qu'il va Ouais. faire qu'on va regarder, qu'on va dire, ah ouais, putain, le bâtard, il m'a eu. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est exactement, tu vois, c'est exactement ça. Le truc, c'est qu'il y a zéro prise de tête. Hamza, tu vois, je veux dire, quand il enregistre, la dernière chose à laquelle il pense, c'est est-ce que je vais vendre des disques ou est-ce que les gens ils vont aimer? C'est ou... pas son sujet, mais on ça n'est pas, mais ça on n'est s'entend. pas là-dessus. En fait, c'est juste qu'en fait, déjà, lui, de sa nature, à lui, et comme je dis, de sa passion pour la musique, en fait, pour lui, c'est déjà un devoir personnel de se dire, ouais,
il faut que je me tente dans des nouveaux trucs, il faut que j'essaie d'autres trucs, il faut que je sois plus performant dans les mélodies ou dans l'écriture. Tu vois ce que je veux dire? En fait, déjà, de sa nature, en fait, c'est quelqu'un qui a un esprit très sportif, tu vois. Et franchement, il s'auto-challenge lui-même. Ouais. Et donc, tu vois, c'est lui-même, en fait, qui met les marquages. Ses objectifs, Et quoi. les Et qui les met objectifs, haut. exactement. Ouais. Et en fait, de là, je pense aussi, on est arrivé juste à une période où Lukosi était très très présent, tu vois, au Ouais. studio. Qu'est-ce que ça a changé, le fait que ce soit lui qui devienne central sur la création? Ça a changé des choses? Non, ça Ça n'a pas s'est changé fait les choses. naturellement, Ça s'est quoi. fait naturellement. Ouais, c'est ça. Tu sais, des fois, en fait, dans une équipe, je veux dire, il n'y a pas de. Là, en l'occurrence, tu vois, je veux dire, Ponko, tu vois, je veux dire, il est dans l'équipe comme jamais, comme tous les autres Ouais, et compositeurs. puis, C'est il y juste a que. un des titres de l'album Ouais. qu'il a fait qui est pas un des plus petits Bien titres sûr, de bien l'album. sûr. Et quoi. d'ailleurs, il en a fait plusieurs dans l'album, Ouais, tu vois. mais je pense à un particulier, celui qui se passe dans un club de strip américain, tout ça. Tu vois lequel? Ouais, ok, Un des d'accord, je vois derniers, lequel. Ouais. c'est lui, Celui-là, ça, en ou fait, pas là, en fait, je pense qu'ils sont en coco donc je pense Ouais, c'est ça. Ponko, Prinsley et Cette prod-là, Lukosi. c'est monstrueux. Monstrueux, ouais. Ouais. Et en fait, je rebondis là-dessus pour te dire que des fois aussi, tu vois, il y a juste les réalités de terrain, les réalités de la vie. Ouais. Tu vois, il y a des gens, des fois, tu vois, c'est juste que, tu vois, par exemple, un mec comme Ponko, il a fait un run de fou. Donc, des fois, tu vois, tu dis juste, bon, là, je vais un petit peu prendre de recul parce que justement, j'ai envie de venir, de me rebondir et venir encore avec des trucs plus mortels. Ouais. Mais c'est juste que c'est vrai qu'en fait, dans le run, et surtout dans le run d'Amza, Ponko, je veux dire, frérot, t'as vu ce qu'il a fait, c'est monstrueux, Ah non, c'est monstrueux. incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Il est devenu, c'est déjà c'est une living legend. Ouais. C'est-à-dire, c'est une référence pour toute C'est une référence pour toute une génération, Ouais. c'est une référence pour tous les beatmakers. Ouais. C'est un garçon, tu vois, qui est super talentueux. J'ai rarement vu, tu vois, un garçon aussi éclectique que lui dans le style. Et surtout, ça a été aussi, tu vois, un leader. À sa, tu sais, on va dire à sa manière à lui, parce que c'est aussi lui qui a motivé aussi en fait tous les jeunes compositeurs et tous les jeunes rookies qu'il y a dans notre équipe. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que même un mec comme même Lukosi, je pense qu'il le dira aussi lui-même, il a pris aussi en fait un mec, tu vois, comme Ponko comme exemple de justement de sa générosité dans sa musique, de sa pertinence, on va dire, dans le son, dans le choix de son et dans la proposition. Et donc forcément, tu vois, c'est ça aussi qui a fait qu'en fait tout le monde s'est upgradé, tu vois ce que je veux dire. Et donc c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait quand il y a cette compétition positive dans une équipe, et en fait là, naturellement, en fait ce qui s'est passé, c'est juste que pour des raisons, tu vois, où il n'y a même pas de raison, c'est juste des trucs de la vie, quoi. Ouais, moi je prends juste un petit peu de recul. Ah bah en fait lui Voilà. il a été plus présent et en fait les choses se sont faites naturellement, quoi. L'album a commencé à ce Exactement, moment-là. l'album a commencé Il n'y a là-bas. pas d'ego du coup. Voilà, pas d'ego, rien ouais. du tout. Et c'est juste que personnellement, ça je te le dis, d'ailleurs je l'ai même dit à lui, même moi il m'a étonné. C'est-à-dire que tu dois comprendre que le step-up de Lukosi de avant Mania et là où il est arrivé sur Mania, il est juste incroyable. Ouais. Tu vois, je te parle d'un gap, il y a eu un gap de peut-être, tu vois, 1 an. Le step-up, tu vois, qu'il a fait dans la créativité et dans Ça la lui a donné proposition. confiance, ça l'a libéré en fait. Exactement, ça lui a donné confiance, ça l'a libéré. Et surtout, il est rentré en fait dans le mindset global de l'équipe. Ça veut dire, tu sais, on est en équipe, mais même dans l'équipe, frérot, t'as vu, il n'y a pas de cadeau. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. C'est, si tu veux ça ou si tu veux faire ça. C'est parce que t'es gentil qu'on va te laisser faire ça. Quoi. Il faut prouver, il faut Faut être donner, solide. il faut être généreux, Ouais. il faut travailler, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qu'on a installé, on va dire, comme mindset. Moi, personnellement, je te le dis avec beaucoup d'humilité, et je pense que tu le sais parce que tu connais, t'as suivi ma carrière, tu vois, tout au long. Frérot, t'as vu, on a mangé des cailloux, tu vois ce que je veux dire, pour du vrai. Ouais. C'est-à-dire que nous, le travail, c'était pas le succès. Le travail, c'était d'arriver au bout du truc, peu importe le chemin emprunté. Ouais, tu et puis vois. frérot, je le dis, mais c'est important, je trouve, de le dire, parce que tu vois, là, on s'adresse à des gens donc, qui veulent peut-être en faire leur métier, etc., des nouvelles générations, etc. Mais toi, tu as travaillé longtemps à côté Ah de ton ouais, travail de bien sûr, compositeur. bien sûr, T'as bien sûr. travaillé longtemps. Moi, je t'ai Bien sûr. vu enchaîner les sessions de nuit en studio, aller bosser le matin, Exactement. dormir des 3 heures par nuit Ouais. pendant des années. Exactement. Ouais. Parce que tu vois, il y a la réalité de la vie, il y a Bien la sûr. famille, tu vois, je veux Bien dire, sûr. en tout cas, personnellement, tu as vu, chacun, tu vois, le vit comme il peut, mais moi, je mets un point d'honneur là-dessus. Je suis un père de famille, Ouais. tu vois, il y a ma femme, il y a des enfants, tu vois, à nourrir. Hors de question, tu vois, que ma famille, tu vois, en Galère. pâtisse Ouais. pour mes choix, tu vois, Ouais. de vie ou pour ma passion ou pour ma vie artistique. Donc, tu vois, je veux dire, tout ça, ça a demandé, en fait, beaucoup de sacrifices, Ah ouais. beaucoup de temps. Je regrette pas, en fait,
tous les sacrifices que j'ai faits. Le seul truc que je regrette, c'est que forcément, j'ai passé beaucoup moins de temps, tu vois, avec ma famille. Forcément. Et ça, c'est un truc, tu vois, qui est difficile à rattraper. Mais Mais je suis tu leur content. offres un confort Ouais, aujourd'hui. bien sûr. Et je suis ouais. content de ne pas l'avoir fait pour rien. Ouais, ouais, Donc ouais, aujourd'hui, ça a quand je vois payé. ça, je me dis, Ouais. ça fait plaisir aussi à un moment donné, tu vois, de se dire, bon ben, j'ai pas fait ça pour rien. Et maintenant, tu vois, eux aussi, ils vont pouvoir profiter, on va dire, de ça. de tout ça. Mais Ouais. pour en revenir à ce qu'il disait, évidemment, Ouais. en fait, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices, beaucoup Bah de ouais. psychologie. Et aussi, tu vois, d'avoir tu vois, aussi un mental d'acier, parce que, comme je dis, il y a la musique, et ça, c'est une chose, mais le gap entre nos succès et succès, il est énorme. Et ça peut entre- être long. C'est long. Ouais. Et entre tout ça, il y a aussi la réalité du terrain, il y a la réalité, il y a la vie, il y a la vraie vie. Ouais, puis il y a beaucoup de gens qui croient aussi que ça y est, t'as signé, tu prends une avance, t'arrêtes de travailler, je suis artiste à temps plein, mais en fait, ils se rendent pas compte que c'est parfois un des pires moves qu'on Ah puisse oui, faire. bien sûr. Et que- C'est les pires moves. Et puis Ouais. surtout aussi, tu vois, il y a un côté, tu vois, je sais pas si le mot est correct, mais fantasmatique, tu vois. Ouais, ouais, enfin, Je veux ouais, dire, ouais, sur, ouais, sur les fantasme, montants, tu sais, les gens, tu vois, ils Ouais. entendent des chiffres et en Ouais. fait, ils comprennent juste pas le fonctionnement. Ouais, Tu sais, il y a non, des non. mecs qui disent, ouais, putain, t'as vu, l'autre, il a signé pour 5 millions d'euros. Ouais, Ouais, ouais. mais 5 millions d'euros, Il doit t'enlèves tout les produire, impôts, tu ouais. divises les 5 millions par Ouais. différents projets, des fois c'est pour 3 albums. Exact. Donc en fait, c'est 1,3, Et tu les vois, par clips, le album. marketing, Les clips, le marketing, ouais, le truc. ouais. En fait, à la fin Les du truc, équipes. une fois que t'as tout payé, frérot, Ouais. si c'est sûr. pas un succès, il te reste plus rien, en fait. Oh, et puis même les gens entendaient, putain, waouh, il a signé dans l'édition, il a pris 100 000 euros d'avance. Ouais, mais bon, ton album, tu vas le travailler pendant 3 ans. Ouais, ouais. Donc en fait, c'est 30 000 euros par an, tu payes tes impôts, etc. Au final, tu gagnes même pas 1500 balles par mois. Exactement. Et donc, si tu as une responsabilité au-dessus de ces montants-là, en fait, il vaut mieux faire les sacrifices que tu as fait, c'est-à-dire travailler longtemps et switcher quand tu es vraiment sûr d'avoir un certain succès, une certaine Ouais, assise. tout à quoi. fait. tout à Et fait. ça peut prendre beaucoup de Ça temps. peut faut prendre être beaucoup de temps. patient, Et donc, ouais, pour en revenir donc, Ouais, à Lycosie. au sujet, À au sujet Lycosie. principal, Ouais. Lycosie et Mania, ouais, en fait, écoute, ça s'est fait de façon en fait, hyper spontanée. Je pense que Lycosie, en fait, il a répondu en fait, exactement en fait, aux exigences que musique, tu sais, en termes de musique musicale, tu vois, qu'Hamza attendait. Et qu'en fait, juste ça a matché. Et en fait, c'est de là que tout est parti, quoi. Ouais. Donc en fait, je pense que au début, tu vois, ça a enregistré beaucoup en local, tu vois, chez nous. Ouais. Dès qu'on a senti qu'on commençait en fait à avoir des morceaux, on a dit hop, c'est parti, séminaire. Parce que c'est important, comme je te disais, en fait, pour des questions, tu vois, de créativité, de se détacher en fait de S'isoler. là où on est. Donc on est parti à plusieurs reprises, une fois à Los Angeles, 2 fois à Miami. Vous choisissez Et, bien les destinations. Écoute, je veux dire, après, ça bouge, quoi, tu vois, ça change. Mais c'est vrai que, je veux dire, bon, évidemment, pour la culture et aussi pour l'influence, vu que c'est le style de musique qu'on aime et c'est dans la sonorité, bah, ce Bien sont sûr. des influences. Bien Donc, sûr. forcément, c'est les meilleurs endroits pour Ouais. avoir la Et vibe, puis tu il y a vois. du soleil, il y a de la Voilà, il y a du lumière. soleil, Ouais. partout tu vas, tu as du son, Ouais. tu sors, tu vas un soir en club, bazar, tu vois, je veux dire, tu te prends en fait toutes les énergies. Et c'est vrai, et on va pas se mentir, c'est vraiment des endroits en termes de musicalité, en termes de créativité, frérot, tu manges des énergies comme jamais, quoi. Tu vois. Et donc, bah forcément, bon, on est parti. Et en fait, tu sais, pour moi, en fait, tout est très spontané quand je prends du recul, en fait, sur cet album-là. C'est-à-dire que, perso, tu vois, je fais pas partie de ces réals, tu vois, purement académiques, où, en fait, quand tu rentres en studio, c'est charbon. C'est genre, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est par exemple, tu vois, je veux dire, il faut laisser, en fait, la liberté aussi à l'artiste de, c'est quoi, un jour, il va enregistrer, 2 jours, il va jouer à la PlayStation. Le 3e jour, il va rentrer à la piscine. Et après, il va dire putain, en fait, j'ai une idée de fou. Attends, tu sais quoi, je vais enregistrer. C'est comme ça. En fait, il faut suivre la vibe, il faut suivre le truc. Il faut ménager, en fait, la psychologie, mais aussi, en fait. La créativité, quoi. La créativité, tu vois, gérer le timing, tu vois. Mais sans, tu vois, qu'en fait, on sent la pression de putain, il faut que je livre. Tu vois, ou putain, il faut livrer. Tu vois. C'est pas du tout ça. C'est pas l'usine, malheureusement. Ouais, c'est pas l'usine et je pense pas que ce soit le bon fonctionnement. Moi, personnellement, en tout cas, nous, jusqu'à preuve du contraire, on applique en fait cette manière-là de travailler et ça fonctionne. Tu vois. Et donc, on a bien resté dans ce truc-là, de justement pas se mettre la pression. Après, tu sais, des fois, c'est même plus en fait dans le contexte artistique qui est lié à l'album, mais plus en fait sur le reste. Des fois, tu vois qu'il y a des complications. Parce qu'évidemment, il y a tout un travail de logistique, de stratégie, de marketing. Les dates de sortie. Voilà, et là, il y a une autre d'équipe. réalité. Tu vois, il y a des pop-up, des trucs. Donc, tu vois, il y a une autre réalité des choses. Mais je veux dire, en tout cas, l'album s'est fait vraiment en fait, de manière ultra spontanée. Donc, vous n'avez pas posé plus de questions Pas que ça. plus de questions que ça. Le input artistique en termes de DA, tant sur le nom de l'album, le nom de la tournée. Donc Lycosie a été très très influent en fait à ce niveau-là. On a la chance aussi de travailler avec une terrible équipe au niveau en fait de la DA, aussi image pour tout ce qui est aussi merch et tout.
Tout ce qui est visuel, ça, visuel et machin. tout. Donc avec Ouais. l'équipe qui travaille, tu vois, actuellement, c'est sur tous les trucs de Drake, Ben Ah ouais. Dorado et Pablo Jomaron. C'est pour ça que ça a de la gueule comme ça. Écoute, la vérité, quand je regarde, en fait, moi, je dis juste que on a juste de la chance de bosser, tu vois, avec les gens avec qui on bosse. Et qu'on a réussi à créer, tu vois, un climat familial entre nous. Et on essaie juste de livrer, tu vois, de proposer la meilleure chose possible qui colle, en fait, à l'identité de l'artiste, qui colle à l'identité de sa musique, qui respecte, en fait, sa musique et aussi de faire en sorte que, tu vois, notre public aussi se sente respecté. Ouais, bien Ça sûr. veut dire on veut vraiment aller au bout du truc pour que quand les fans d'Hamza ou quand les gens qui kiffent sa musique écoutent, ils se disent juste en fait ouais là ils sont pas foutus de notre gueule. Bah ouais, ouais. Et pareil pour le merch, tu vois, on est en peigne fin, on veut tu vois on veut donner de la quantité mais aussi surtout de la qualité pour tu vois pour que les mecs quand ils reçoivent le merch ils disent pas ouais j'ai acheté en fait un merch pour un album mais en fait le merch il est éclaté au sol. Ouais, Donc tu vois je veux bien dire sûr. les gens ils se sentent respectés. Oui, C'est de la important. qualité dans toutes les Ouais. étapes du projet, quoi. C'est important en fait pour nous en fait en tout cas de mettre un point d'honneur sur ce truc artistique, Ouais. sur ce climat artistique quoi. Ouais, bien Ouais. sûr. Du coup, l'album, comme je te disais, je trouve qu'il y a beaucoup de... Il y a des références qui sont très R&B des années 90. On sent plein de marqueurs, en fait. On sent plein de références culturelles assez solides, assez puissantes. On sent que les gens qui ont fait ce disque écoutent et connaissent la musique et sont passionnés de musique. Est-ce que vous avez eu conscience, est-ce que c'était un choix aussi, de se dire qu'après un blockbuster comme Sincèrement, aborder cet album comme ça demandait à votre public de faire un effort en fait. Et encore une fois, d'accepter de redécouvrir Hamza, parfois sur des nouveaux sentiers, sur certaines tracks, pardon, même s'il y a des tracks où c'est du Hamza, hein, tu vois. Mais il y a quand même des tracks où je trouve que, quand je dis ça demande un effort, c'est pas dans le sens négatif, hein, ça demande un effort, ouais, il faut avoir du goût, tu vois. Hamza a pas fait un album où il fait du Hamza, quoi, tu vois. Ouais. Je trouve que il y a des titres où moi je le découvre, tu vois. Par exemple, il y a un titre afro où il est en solo. C'est hyper intéressant d'entendre là-dessus. Et en plus, c'est pas un bête titre afro, quoi. C'est un truc où il se passe quelque chose, il y a du gimmick. On découvre Hamza parfois dans des zones qui ne sont pas les siennes. Est-ce que vous avez eu conscience de cette prise de risque? Est-ce que c'est un désir ou naturellement vous aimez aller là où ça Écoute, vous challenge? Non, je pense que naturellement on a été vers là où ça challengeait et puis après de nouveau comme je dis c'est vraiment en fait c'est au feeling en général en fait Hamza quand il écoute un son si le son lui parle et que c'est souvent en fait il est là il marmonne en fait des mélodies Ouais. il enregistre tu vois sur son téléphone et dès qu'en fait il a un truc où il sent que ah ouais non il kiffe la vibe et tout en vérité tu vois il rentre dans la cabine il enregistre on se pose pas plus de questions que ça. Ouais, ouais. Après bien sûr il a été difficile dans ses choix. Donc on a vraiment voulu step up la proposition musicale dans le projet. Personnellement, je trouve qu'il y a eu un vrai step up aussi, tu vois, au niveau de l'écriture, même au niveau de la proposition, tu vois, de mélodie, parce que comme je dis souvent, je veux dire, après avoir commercialisé autant de morceaux, tu te dis comment le mec il va se réinventer en fait dans la mélodie, et même là, je pense qu'il est surprenant. Ah ouais, je te confirme. Et donc non, franchement, je pense qu'on s'est pas posé plus de questions que ça. C'est juste en fait que on fait de la musique, quoi. Tu vois, je veux dire. Vous avez envie de vous surprendre vous-même, limite en travaillant. Et on a envie de se surprendre, de se faire plaisir. Déjà nous de kiffer. Et surtout, le seul truc qu'on s'est dit, c'est qu'on a enregistré énormément de musique. On a dû enregistrer 70-80 morceaux pour l'album. Et donc après le choix aussi a été très très difficile et le seul truc tu vois où on s'est vraiment pris la tête c'est on a vraiment la volonté de se dire ouais, on aimerait bien faire un no skip tu vois un album où C'est réussi. tu vois ça va que tous les tracks vont plaire à tout le monde tu vois. C'est réussi. C'est pas facile comme challenge mais en tout cas on s'est donné les meilleurs moyens pour choisir ça tous ensemble et moi personnellement je suis très satisfait du résultat. Eh ben, je comprends. Parce que franchement, l'album, comme je te dis, pour moi, il est excellent. Après, les gens se feront leur avis. Et je dis vraiment pas ça pour te flatter parce que t'es là. Moi, pour moi, c'est son meilleur album, quoi. Je me suis pris... En fait, c'est vraiment après, en l'ayant digéré et tout, je me suis dit, ouais, à mon avis, c'est probablement son album que je vais le plus écouter. T'as des anecdotes sur la création de cet album? Quelque chose que tu as envie de nous partager par rapport à la création de ce disque que tu trouves intéressant? Ou pas, hein. Mais tu vois... Mais en fait, le truc, c'est que... Un moment fort pour toi de l'album, un moment où tu t'es dit ça c'est un moment de ce disque dont je me rappellerai, tu vois. Alors je pense que ouais, il y en a un en particulier. Il y a un matin, je crois il devait être un truc comme 9h du matin. Hamza est au studio, donc moi je viens de me réveiller et il a envoyé un son qui est un de mes sons préférés de l'album, qui s'appelle Yesterday. C'est mon type préféré d'album. Et je crois que c'est mon type préféré d'Hamza. Ah ouais. Ouais.
de Bah, tous ces écoute, titres. on sera Avec deux. Life, ça se tape, tu vois, mais pour moi, je crois que c'est son plus grand titre, pour moi en tout cas. Ah bah écoute, c'est gentil, je te Ouais, remercie. je suis Et fan donc, de il ce- m'envoie ce son-là, et là, je me rappelle, il est 9h du matin, j'écoute le truc, Ouais. et là, je dis, ouais, T'as été frérot. bouleversé. Ouais, La première fois que tu m'as fait écouter, ça m'a bouleversé. Et donc, du coup, ça m'a. Ouais, ça, c'est un des moments forts de l'album. Ouais. Et en fait, c'était souvent en fait, des surprises comme ça, parce que du coup, Hamza, c'est quelqu'un de la night, il aime bien enregistrer la nuit. Ouais. Mais du coup, tu sais, je veux dire, des fois, t'as des sessions. Ouais. Frérot, tu vois, je vois des Tu vas te messages, coucher, tu vois, quoi. à midi, je me dis, ah, bizarre, midi. Ouais. Ça veut dire que vraiment, ils ont pas dormi, Ouais. tu vois, les garçons. Et donc c'était beaucoup de surprises comme ça. Ouais. Donc, c'est les moments, en fait, les plus forts que je me rappelle comme ça. C'est vraiment les moments où, en fait, il envoie du son et il dit, ouais, les gars, je viens de rentrer à la maison, Ouais. je viens de faire ce truc-là, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Ouais. Et ouais, donc là, mais ça, c'était un des moments forts dont je me souviens. Après, voilà, je pense qu'il n'y a pas spécialement d'anecdote, tu vois, en particulier. Sauf Non, que, mais c'est tu une vois, très bonne anecdote, franchement. sauf c'est qu'on une a très passé bonne- énormément, tu vois, de bons moments ensemble, que on est chacun, tu vois, très généreux les uns avec les autres, tu vois, en matière, tu vois, d'échange. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Tu vois, on s'entend tous très très bien. Et comme je dis, voilà quoi. Beaucoup de chance, tu vois, de travailler avec un artiste comme Hamza, comme Prinsley, comme HD. Beaucoup de chance de travailler avec les équipes, tu vois, qui nous entourent. Je pense qu'il y a tellement de personnes, tu vois, à citer. Mais je veux dire, en partant de notre staff, tu vois, que ce soit Arthur, Théo, Alex, les gens du label, Believe et d'autres, tu vois, j'en passerai. Il y a tellement de personnes, tu vois, avec qui on bosse, Capsule, tu vois, qui s'occupe aussi de tout le merch. Personnellement, j'ai vraiment la sensation de travailler, tu vois, avec des gens qui sont aussi généreux que nous dans notre musique. Et ça contribue beaucoup aussi. Ouais. Tu te vois où dans 10 ans, Rose? Dans 10 ans, je me vois au soleil. Ouais. Tu te vois retraité. Tu crois que tu serais capable d'arrêter de faire de la musique à un moment donné? Non, arrêtez, non. Il y a beaucoup de. D'arrêter de développer à un moment donné? Non, je pense pas. Non, je Non. pense qu'il y a beaucoup de projets. Peut-être que ça sera juste un petit peu différent. Mais dans 10 ans, je me vois à l'étranger. Manager d'un label avec lequel je suis en discussion là pour le moment. Mmh, j'ai des insides. Et donc voilà quoi. Non, en fait, je me vois tout le temps, enfin toujours dans la musique. Continue à créer. Continuer à créer, continuer à faire des belles choses dans ce milieu-là et kiffer quoi. Bah, écoute, franchement, on a hâte parce que c'est un régal. J'ai quelques petites questions finales où ça va être un petit truc question-réponse très brève Ok. pour conclure ce moment. Merci en tout cas pour le temps qu'on a passé Merci ensemble. beaucoup à toi aussi. La chanson dont tu es le plus fier La chanson dont je suis le plus fier. de ta carrière. Difficile. Difficile. Tout confondu, pas spécialement quelque chose que moi j'ai composé, ça peut même être qu'un. Les deux. Les deux. Une que tu as composée et une à laquelle tu as participé où tu n'es pas compositeur. Donc à la limite de tes deux carrières, si tu préfères. Ok, bah alors de mes deux carrières, je dirais pour rendre hommage à Doncha, je dirais Reste tranquille gros. Ah ouais, banger. Et alors, et dans ma carrière musicale à moi, où j'ai vraiment kiffé, et ça a été un gros titre aussi, tu vois, d'Hamza, je dirais Vibes. Voilà. Ah ouais, oui, oui, que tu as produit, exact, avec Amir et tout. Ouais, Exactement. ouais. Magnifique. L'artiste avec qui tu rêverais de bosser? Difficile aussi. Pas facile. Hein. Pas facile. Tu dis ça pourquoi? Parce que tu n'oses plus dire Drake, c'est ça? Non. En fait, je Il y a un dirais. an, t'aurais dit Non, j'allais Drake. dire le contraire, j'allais dire à mon âge, à moi, on dit plus ce genre de choses. Ouais. Non, franchement, j'en ai pas comme ça et tout. Mais T'as y a- pas y a- un artiste où tu dis putain, lui, session studio avec lui, je kifferais ma race. Il y en a bien un, c'est pas possible. Wow. T'es trop passionné de musique. Je te connais. écoute, C'est pas je possible. réfléchis comme Il y en ça. a bien un. Ouais, quoi, alors ouais, je dirais Drake alors, tu vois. Ah, tu dirais Ouais, Drake? je dirais Drake pour le côté, Ouais. le côté artistique, justement, pour le côté Ouais, 100% éclectique. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je veux dire, on peut dire ce qu'on 4 veut. fois enfin, 4. ouais, 4x4. Ouais, t'as vu. ouais. Le mec, ce qu'il a proposé, ce qu'il a changé aussi dans les influences et dans la musique, c'est juste énorme. Je connais je pense qu'il y a rarement des artistes, tu vois, qui sont capables de faire ce que lui, il a fait artistiquement. Ouais. Et Bah, de toute façon, il a changé la musique. Ouais, il a changé la musique, sa musique. Son influence, On ouais. peut pas aimer l'individu, mais musicalement, ce qu'il a fait, Ouais, personne l'a fait. c'est incroyable. Ouais, personne l'a Incroyable, ouais. Le morceau ou l'album que tu aurais rêvé de produire?
Alors en rap français, j'aurais dit Opera Puccino de Oxmo Puccino. Wow. Donc DJ Mars, influence pour Ouais. toi. Ça, c'est un putain d'album que je me suis pris. Chef-d'œuvre. Et d'ailleurs, tu sais quoi, il y a même encore des morceaux de cet album que j'écoute Que encore t'écoutes souvent. encore. L'enfant J'aime seul. bien écouter L'Enfant seul, Qui peut le nier, Qui peut le nier? Amour et Qui jalousie. peut le nier? Ouais, Qui peut le nier, Amour et jalousie. ça, c'est vraiment Qui des peut le nier, morceaux je crois qui que c'est mon me... titre préféré de l'album. Qui peut le nier, c'est un morceau Ouais, incroyable. c'est C'est un trop. morceau que j'aime. Et en plus, c'est marrant parce qu'en fait, c'est un morceau intemporel, tant en fait dans la proposition artistique Ouais. que dans l'écriture. C'est hors norme. Je veux dire, tu sais, dans l'actualité d'aujourd'hui, Ouais. avec tout ce qui se passe autour de nous, encore quand tu écoutes ce morceau, tu dis, en fait, ça correspond Qu'est-ce que exactement tu veux au que je climat foute actuel. avec un chaudron? Non, il était trop chaud. D'ailleurs, il est toujours chaud, tu vois. Ouais. Je veux dire, c'est un artiste que j'ai toujours beaucoup apprécié dans sa plume, dans son écriture. Et ça, c'est vraiment un album que j'aurais rêvé de réaliser. Ça, Ah ouais. bah, c'est beau. Et aux États-Unis? Et aux États-Unis, Life After Death de Notorious Big. Ouais. Ouais. L'artiste que tu nous conseillerais d'aller suivre? L'artiste que je vous conseillerais d'aller suivre, waouh, elle est À qui dure tu vas celle-là. donner de la force? Ah ouais, mais donne de la À la force. vérité, l'artiste Ouais. qui est déjà un petit peu connu parce que du coup, en fait, justement, son talent fait qu'en fait, Kevin. il y a la lumière sur elle. Ah Je dirais Théodora. Ah ouais. Ouais, Théodora, je kiffe de Je l'ai vu en fou. concert il y a 2 jours. Incroyable. J'aime un trop TGV. son énergie. Ouais. J'aime bien, en fait, justement, en fait, tu vois, la singularité, l'authenticité, Ouais. tu vois, La de l'artiste. sincérité aussi. La sincérité aussi. Ouais. Et même, tu vois, je veux dire, tu vois qu'en fait, elle assume complètement, en fait, son style, sa personne. J'adore sa DA. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, je pense que c'est une artiste qui va faire des trucs de fou, qui va tout Ouais. péter. Ouais, Ouais. ouais. Écoute, pour conclure, en tout cas, frérot, je suis super honoré de t'avoir reçu sur ce podcast. C'est le premier épisode en Je suis plus. très donc tu honoré vas- pour toi aussi. T'as toujours été là. T'as toujours été là pour m'aider en plus sur des nouvelles pages. Donc là, t'es là sur ce premier épisode. Symboliquement, c'est une dinguerie. En plus, je sais qu'il y a tellement de gens qui auraient rêvé de te voir sur un format aussi long. T'as souvent été cité dans des noms de gens qui auraient été l'invité idéal d'ailleurs. Et alors, pour conclure, parce que je sais que t'es quelqu'un d'important pour, en tout cas, la scène francophone et la scène belge encore plus, dont je suis issu, la scène bruxelloise. Comme tu sais, la Belgique et Bruxelles, ça a toujours été un vivier d'artistes incroyables. Je pense que ça l'est encore. On est dans une période de nouveau un peu de transition, un peu de flottement comme ça. Qu'est-ce que tu transmettrais pour conclure ce podcast comme conseil à cette jeune génération, toi aujourd'hui, avec tout ce que tu as traversé? Qu'est-ce que tu as envie de dire en 2-3 phrases là pour conclure, En 2-3 comme phrases. conseil et comme force que tu leur donnerais? Ouais. Moi, je leur dis, soyez sincères avec vous-même, soyez généreux. Si quelqu'un vous dit le contraire de ce que vous pensez, ben, c'est que vous êtes dans le bon. Et juste, voilà, il faut foncer, il faut aller au bout de ses idées et pas avoir peur. C'est surtout ça, en fait. Foncez, Foncer. écoutez ses rêves. Voilà. Merci mon frérot. Merci, mon ref.